RadioPirate.com. A definite breakthrough step in home entertainment. OK, hey, garde, gros stock aujourd'hui, vendredi, pour finir la semaine. On a d'abord la boîte à pits qui va suivre avec notre ami Jerry. On a Mr. White qui est prêt pour le lab, Mr. White. J'ai beaucoup d'audio. C'est un spécial règlement de compte aujourd'hui dans le lab. Oh, il y a des gens qui règlent des comptes. Oui, monsieur. More to come. More to come. Et on a également Nicolas Gagnon en direct de Calgary qui va nous résumer un peu la semaine au niveau de ceux qui dépensent puis ceux qui nous vident les poches. Donc, le contribuable.ca, Nicolas va être avec nous autres pour 2 blocs aujourd'hui. On commence tranquillement pas vite avec... je vous dirais que c'est quand même assez light aujourd'hui d'avoir... La bonne nouvelle, c'est que d'après TVA Nouvelles, j'ai vu ça sur X il y a quelques minutes, j'ai vu qu'on aurait un bel été d'après TVA. Donc, j'imagine que ça vient de Météo Média et eux autres, ils semblent inquiets. Ils semblent très inquiets. Donc, ils nous disent de se préparer à un été particulièrement chaud au Québec. Nous qui n'avons pas eu de bonnes journées tant que ça depuis, je dirais, le mois d'octobre l'an passé. Ben là. Je pense que les Québécois sont prêts à avoir un été un peu chaud, au moins quelques semaines, peut-être un mois et demi. On espère qu'il va faire chaud cet été au Québec. Je me rappelle, je suis assez vieux pour me rappeler, on va utiliser l'expression, je suis assez vieux pour me rappeler que les gens à l'époque se souhaitaient un été chaud pour aller au camping, pour aller à la plage, on allait dans les lacs, on allait au lac Saint-Jean, on allait au lac des Deux-Montagnes, on allait, peu importe le lac que vous aimez, le lac Memphremagog, peu importe le lac que vous aimez, les gens étaient excités, il y avait des beach parties, les gens couraient après la chaleur, on trouvait ça extraordinaire. Mais aujourd'hui, maintenant, de prévoir du beau temps et de prévoir un été chaud, entre vous et moi, on ne sait pas vraiment qu'est-ce qui va arriver. Mais ils essaient de se faire à croire. Comme ils nous ont dit il y a 2 mois qu'on allait avoir beaucoup de feux de forêt au printemps. On attend toujours. En tout cas, à une certaine époque, les gens étaient contents. Maintenant, c'est la crainte, c'est la peur. Donc, on a installé la peur même sur un bel été. Au lieu d'écrire « Préparez-vous à avoir un super bel été cet été au Québec », on peut lire « Préparez-vous à un été particulièrement chaud C'est vrai, au Québec. hein? Oui, il y a une manière C'est rendu négatif oui. d'avoir du beau temps. Ben voyons donc. Exact. Et là, on nous met une photo. Il y a une personne de couleur, une personne noire qui... c'est juste que la photo, on s'entend que ça vient d'une banque de photos. Donc, c'est probablement une photo américaine. Mais on a dit, on va choisir celle-là. Pourquoi on va choisir celle-là? Parce que on coche des cases. Ah ouais. Il y a des cases à cocher. Ça aurait pu être un monsieur, madame. Il aurait pu être monsieur, Ça madame. aurait pu être un monsieur, madame. Ça aurait pu être... Mais là, quand vous mettez une femme noire, je vous trouve quasiment trop élevé, là. Tu sais, c'est... Femme noire, là, c'est pas bien loin de homme blanc, là. Vous allez devoir vous forcer un peu. Le nombre de cases que vous touchez avec ça, c'est très light, là. Donc, habituellement, vous êtes capable de meilleur. Allez-y avec, je sais pas, moi, c'est ça, un genre de grosse madame. Avec un drapeau palestinien. Lesbienne, trans un peu, ouais, en début de transformation. Et effectivement, un genre de drapeau Lesbo for Palestine. Donc, quelque chose de même. Donc, là, vous allez cocher beaucoup les points vont monter. C'est comme dans l'application de McDo, les points bonus montent. Donc, soyez meilleurs que ça, les amis. Là. Soyez meilleurs que ça. Il n'y a pas de grosses nouvelles aujourd'hui, comme je vous disais. Il n'y a pas de grosses nouvelles. J'ai vu plein d'affaires intéressantes, mais je sais qu'il y a eu un buzz hier sur l'histoire de la petite fille qui a été happée par le gars en vélo qui n'a pas vu, qui a agi comme n'importe quel gars de vélo. Okay? Les gens de vélo, 90% du temps, les gens de vélo qui se prennent pour, je ne sais pas trop quoi. Et moi, je peux parler parce que je fais du vélo. Je ne fais pas le vélo de ceux qui se pensent... Au Tour de France? Ben, oui, ils se pensent carrément au Tour de France. Il y en a qui se voient big, là. Tu sais, vous êtes pas grand-chose. Vous êtes des pédaleux. Puis c'est bien correct. C'est une belle activité. Puis d'être en santé, puis de faire du sport, c'est bien correct. Sauf que je ne sais pas pourquoi, quand tu fais du vélo, il n'y a plus une règle qui s'applique. Les règles sur la route sont les mêmes pour tout le monde qui y sont. Si vous avez un kart de golf sur une route, puis que vous avez la plate pour circuler, vous allez avoir les mêmes règles que la voiture, que le F-150, que l'autobus. Et c'est les mêmes règles pour les vélos. Les vélos, ils ne comprennent rien. Vous êtes anti-vélo. Moi, je ne suis pas anti-vélo. Je fais du vélo. OK? Je fais du vélo.
Donc, on n'est pas anti-vélo zéro. C'est juste que la majorité des gens, et je suis dans un coin où il y a un genre de swing, où les gens partent en haut d'une côte, descendent à une bonne vitesse, aux alentours de probablement 40-45 km/h, descendent là-dedans. Youhou! Mais là, ils arrivent à la fin, il y a un genre de 4 stops où ils doivent tourner de manière assez abrupte. Et au lieu de faire le stop et d'arrêter complètement, de regarder si les voitures sont pas loin, parce qu'il y a comme des arbres et c'est dur à voir. Eux autres, ils se donnent un swing et ils continuent parce qu'eux autres, dans leur tête, Ils ont en priorité. le stop n'existe pas pour eux. Oui, le stop existe pour vous. Les règles sont les mêmes. L'autobus arrive à flash, OK, à flash. Le stop est là, donc il y a un stop qui s'ouvre. Il est gros de même, là, OK? Le stop est assez voyant, surtout pour un vélo qui arrive carrément, quasiment dans le stop. Le gars n'arrête pas. Ramasse sa petite fille. La bonne nouvelle, c'est que la petite fille est en parfaite santé, quelques égratignures. Et bien là, c'est sûr qu'elle est traumatisée. Elle a 4 ans. Elle partait à la course vers l'autobus, toute contente. Imaginez-vous cette histoire-là, filmée par une caméra de maison. C'est, au lieu d'être un vélo, c'est un VUS. Un pick-up avec des mags noirs, des gros mags. Imaginez-vous la tragédie nationale qu'on aurait en ce moment. Et imaginez-vous, surtout, je dirais, un genre de chaos médiatique qu'on aurait sur l'histoire des voitures, à se poser la question, est-ce que les voitures ont encore la place dans les villes? Est-ce qu'on doit encore laisser les voitures circuler dans les quartiers, etc., etc.? Donc, ce serait la folie. Là, c'est un vélo, ça passe quand même assez bien. Mais regarde, les gens de vélo, arrêtez de vous prendre pour des autres, là, pour des autres, puis arrêtez d'avoir la tête grosse de même. Vous êtes des moins que rien. Vous n'êtes pas autour de France, vous êtes nulle part. Faites votre vélo, faites votre sport, c'est parfait. Mais vous avez des règles, et les règles s'appliquent à vous autres, puis les gens qui vous disent de suivre les règles, c'est pas des anti-vélos, c'est pas du monde pas fin, c'est juste du monde qui vous disent de suivre les fucking règles. Donc, surtout les vélos électriques aujourd'hui, là, tu peux rouler, là. Même le monsieur assez âgé, il roule, là. Ben oui, il roule. Tu t'en rends pas compte que tu es rendu à 30-35 km/h. Là, tu vas dire, ouais, mais c'est pas vite, en vélo, 30-35 km/h, tu roules, là. Ben oui, tu roules. Ben oui. OK, juste vite comme ça, il y a des sujets bizarres. Moi, je me dis toujours, quand on est rendu au sujet de l'avortement pour essayer de faire tomber quelqu'un, ça veut dire qu'on est rendu pas mal à la fin de tout ce qu'on a essayé dans notre boîte de munitions pour essayer de le démolir. Donc, Pierre Poilievre ne sera pas démolissable. Ça veut dire qu'ils ont tout essayé sur lui. Les groupes radicaux, les groupes racistes, il est pas fin en chambre, il fait ci, il fait ça. Il n'y a rien qui colle sur lui. Les sondages sont toujours aussi puissants pour Pierre Poilievre. Donc, ce sera le prochain premier ministre du Canada, c'est sûr. Là, on est rendu à l'avortement. Quand on est rendu à l'avortement, on va dire une affaire. Ça veut dire qu'on a fait le tour. Est-ce que les gens peuvent comprendre qu'il y a quelque part au Canada des gens qui sont pour l'avortement, comme il y en a qui sont contre, mais il y a des gens qui sont pour. Donc, facile de comprendre le point de vue de l'autre, même si on ne le partage pas. Facile de comprendre. Oh, OK, je comprends ton point, mais en même temps, c'est pas ma vision à moi, etc., etc. On est capable de parler, on est capable d'échanger. Il y a des gens qui sont contre l'avortement, OK? Puis il y en a qui sont pour. Puis moi, je suis pour, OK? Je suis pour. Ouais, c'est sûr que moi, mes balises sont probablement plus serrées que les vôtres. J'ai un peu de misère après 18-20 semaines. Mais ultimement, vu que nous, on est pour la liberté, on est pour le libre choix, etc., c'est aux femmes de décider qu'est-ce que... Mais, je veux dire, on ne peut pas empêcher quelqu'un de penser autre chose. Tu sais, la liberté, la diversité, le droit aux gens de s'exprimer, de dire ce qu'ils pensent, c'est fondamental dans notre pays, c'est fondamental en Amérique du Nord. Ça fait partie de nos deux pays. On a le droit d'exprimer même des choses qui vous dérangent. On peut dire, regarde, comme moi, je suis pour la peine de mort. OK? Je suis pour la peine de mort. Semble-t-il qu'il y a un consensus qu'au Canada, on est contre la peine de mort, mais quand on fait des sondages, on est majoritaire à être pour la peine de mort. Mais les politiciens et les journalistes ont décidé que c'était un dossier réglé puis que la peine de mort au Canada, il n'y a personne qui veut ça. Ce qui est complètement faux. On fait à peu près la même chose sur l'avortement, parce que l'avortement est un sujet... pour moi, c'est un vieux sujet. Mais c'est un sujet que la gauche ramène tout le temps pour essayer de piquer leurs concurrents qui sont en train de dominer. Si les conservateurs n'étaient pas aussi dominants, je ne suis pas sûr qu'on aurait ce sujet-là en ce moment. Donc, c'est comme un sujet qui revient quand la gauche est comme coincée, puis qu'elle ne sait plus trop aller, comment se défendre. Elle ressort le sujet de l'avortement. Tu vu comment ils sont mêlés, pareil? Parce que là, quand il arrive le sujet de l'avortement, là, la gauche, là, elle défend la liberté. Oui, c'est ça. Ben oui. Là, il faut défendre c'est la liberté de choix. On fait ce qu'on veut avec notre corps.
Oui, mais c'est exactement ce qu'on vous disait lors de l'histoire des vaccins. Puis vous nous avez ridiculisé. Donc, mais tu sais, qu'est-ce qui est différent là-dedans? Ceux-là qui sont pro-vie, là, dans le fond, ceux-là qui sont contre l'avortement, souvent, quand ils sont contre l'avortement, c'est un certain nombre de semaines aussi. Puis eux autres, leur point, c'est qu'à un moment donné, le fœtus, il devient un être humain. Eux autres, c'est ça leur point. Tu sais, ils ont des arguments, les pro-vie. C'est pas comme s'ils disaient ça de même dans les airs. Là. Exact. Il y a une variété d'idées, puis il y a une variété, comme tu l'as dit. Il y en a qui sont, même à 3 semaines, sont contre, même à 7 semaines, sont contre. Oh. Il y en a qui regarde, la minute qu'il y a quelque chose là, il y a une vie, cette petite patente-là a des droits. Puis d'autres vont dire, ben là, il commence à avoir des droits, genre à 18, 19 semaines. Quand on sait qu'on est capable de le sortir, puis s'occuper de lui pour qu'il vive, ben les gens disent, ouais, si tu le tues à 22 semaines, c'est un meurtre. Voilà. Certains disent ça. C'est ça. Donc, c'est un débat où on ne peut pas tous s'entendre, on ne peut pas tous avoir la même vision. Il faut juste respecter la version de l'autre. Je ne pense pas que ce soit un sujet où il y aura bien des modifications dans le futur avec l'avortement. Je pense que c'est un dossier qui est carrément réglé. Mais la gauche veut revenir avec ça. Tu sais, l'autre sujet dans lequel moi je suis 400% d'accord, c'est le port d'armes. Tu sais, moi, je suis pour qu'on ait le droit d'avoir une arme, surtout dans l'époque où on est, où il y a de plus en plus de gens bizarres autour de nous. Moi, j'aimerais avoir le droit d'avoir une arme pour me protéger, pour me sécuriser, protéger chez moi, me défendre également de ceux qui pourraient abuser de peu importe quoi. Donc, moi, je suis pour le port d'armes. Je suis pour le port d'armes. Mais je sais que ce n'est pas un sujet qui est nécessairement populaire pour les journalistes, pas populaire pour les politiciens, mais je connais énormément de gens autour de moi qui sont pour le port d'armes. Est-ce que j'ai pas vu de sondage? J'ai pas vu de sondage là-dessus. Ça, je peux pas vous le dire, contrairement à la peine de mort. Mais si vous faites un sondage près de vous, vous allez voir qu'il y a beaucoup de monde qui sont pour le port d'armes, surtout dans l'époque où on est, on a besoin de se sécuriser et surtout où on a dégriffé les policiers, on a dégriffé un peu tout le monde et ceux qui veulent abuser de toutes les règles peuvent le faire maintenant. Donc, c'est comme un must plus que jamais. Mais c'est mon opinion, puis quelqu'un à l'autre bord de la rue pourrait me dire « Hey, moi, je suis complètement contre pour telle ou telle raison. Je vais respecter sa vision, je vais respecter son opinion, puis à la fin de la journée, on prendra une bière ensemble. » Mais on voit que la gauche ne veut pas ça. La gauche veut éliminer dans un parti politique les gens qui ne pensent pas comme eux. C'est la manière qu'eux procèdent, ce qui est quand même un peu bizarre. Et les autres sujets, vite, j'ai autre sujet vite que j'ai vu défiler. C'est une histoire qui est apparue cette semaine. J'ai vu Joe Rogan hier. Qui parlait de... Il y a un gars qui s'appelle aux États-Unis Chris Cuomo. OK? Chris Cuomo, c'est une ancienne vedette de CNN qui... c'est un donneur de leçons. Un donneur de leçons comme il y a à LCN, comme il y a à RDI, comme il y a dans la presse, comme il y a au Devoir, comme il y a un peu partout au Québec dans les médias. Et Chris Cuomo était une star. Et pendant la COVID, c'était un full liberals. Et pendant la COVID, le gars était complètement au bout de ses pompes. Et il vient d'une famille très politique. Son père a été gouverneur de l'État de New York. Donc, son père a été le premier ministre de l'État de New York. Son frère a été premier ministre de l'État de New York tout récemment également. Donc, c'est dans leur famille. Et son frère a été poigné dans une histoire là, de harcèlement ou je ne sais pas trop. Là, on parle de Andrew? Oui, on parle de Andrew. Donc, et lui, il l'aurait conseillé sur comment... Et quand on a découvert qu'il l'a conseillé sur comment dealer avec ça, bien, il a passé dans la trappe comme son frère a passé finalement et CNN l'a remercié. Et tout le long de ces dernières années à CNN, il vous a fait la leçon. Il a fait la leçon aux Américains sur ceux qui ne prenaient pas le vaccin. Il les a... Ben, comme on a fait ici. Et cette semaine, il a avoué, parce qu'il est... Je pense qu'il est anchorman dans une chaîne de nouvelles streamées quelque part là, qui est en train de s'établir, qui se dit chaîne de nouvelles neutre. Mais quand les bouts que j'ai écoutés, c'est pas très neutre. C'est peut-être moins pire qu'un MSNBC ou CNN, mais c'est carrément, on pourrait dire, de centre-gauche. C'est plus libéral que conservateur, c'est sûr. Et Chris Cuomo est invité régulièrement dans des podcasts. Il est allé, d'abord, il y a quelques semaines avec Tucker Carlson. Moi, je n'ai pas nécessairement aimé. Moi, j'ai un peu une tête de cochon quand quelqu'un essaie de me montrer comment penser, comment vivre, etc., puis que si j'ai pas les mêmes opinions, si je fais pas les mêmes choix que lui, je deviens un Christy de cave. J'ai bien de la misère
à oublier ces moments-là. Il y en a qui ont comme pardonné lors du meeting, du get-together avec Tucker Carlson, mais pas moi. Et là, il est comme en train d'essayer de se racheter. On dirait qu'il veut faire partie de la gang. Ouais. Et je suis un peu embêté avec ça parce que je me dis, oui, j'ai hâte d'entendre les excuses des gens sur toute l'histoire de la COVID, mais j'essaie aussi de détecter les crosseurs qui essaient de demander pardon et de rentrer dans notre gang pour des raisons probablement qui vont les aider eux et qui finalement vont venir nous stabber dans le dos quelques années plus tard sur un autre sujet. Je les truste 0, mais c'est quand même bizarre. Quelqu'un qui nous parlait tous les jours de prendre les vaccins, puis tout ce que les gens disaient, c'était des caves, c'était des illettrés, c'était des sans-dents, etc. Et là, il nous dit que je l'ai entendu cette semaine, j'ai vu le podcast cette semaine, je me suis dit, oh my God, qu'est-ce qu'il fait là, lui? Et il nous a dit, ouais, le vaccin, je pense que le vaccin, on s'est trompé, je souffre de blessures de vaccin. OK? Donc, il aurait des séquelles. OK? Il y aurait des séquelles des vaccins de COVID. Et puis, donc là, c'est un gars très sportif. C'est un pan de mur. C'est un gars qui est très entraîné. C'est un gars qui est très, très, très en forme. Donc, c'est un gars qui fait très attention à lui. Et là, il nous dit, ouais, je souffre d'une blessure qui a été provoquée par les vaccins que je me suis administrés. Et là, ben, il essaie de parler de COVID d'une manière complètement différente de ce que lui parlait quand il était sur CNN. Donc, je ne sais pas trop comment dealer avec ça. Dans ma tête à moi, un crosseur, ça demeure un crosseur. Et quand un crosseur est crosseur, ben, il est même prêt à essayer de twister. C'est des manipulateurs hors pair. Donc, j'ai un peu de misère à croire cette patente-là. Je fais partie de ceux qui gardent. Ah ouais, ben parfait, regarde, vis avec ta shit. Tu as voulu nous la rentrer dans la gorge de force. Maintenant, viens pas te plaindre, regarde. Tu as probablement entraîné. Puis on l'a vu avec l'histoire cette semaine de AstraZeneca, qui est l'histoire de la semaine en passant, et qui est déjà une histoire oubliée. C'est ça qui est complètement capoté. C'est l'histoire de la semaine qui devrait être une histoire que tout le monde parle, que tous les médias jasent en ce moment où il y a débat. Pourquoi les gouvernements nous ont rentré ça dans le marché? Pourquoi ils ont fait tout le spectacle alentour de ça? Joe Hamel nous racontait cette semaine que même des députés de la CAQ qui avaient eu le Pfizer ont fait semblant sur les réseaux sociaux qu'ils avaient le AstraZeneca pour convaincre les gens d'aller se faire vacciner. Cette histoire-là est complètement... c'est fou raide. Là. Pense à ça. C'est fou raide et de savoir que le produit est éliminé du marché parce que c'est un produit dangereux et qu'on fait semblant qu'il n'y ait rien arrivé. De souvenir, je pense qu'on a une affaire comme 400-500 000 Québécois qui ont eu 2 shots de AstraZeneca ou encore une shot au moins. Mais beaucoup de monde ont eu ce vaccin-là et c'était un vaccin qui provoquait des thromboses. Thrombose, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire caillot de sang. Donc, caillot de sang qui se promène peut s'en aller quelque part et causer d'énormes dommages. Il y a eu ces choses-là un peu partout sur la boule. On a eu un décès au Québec relié à ce vaccin-là. Et le sujet est sorti cette semaine. Ça a été jasé dans tous les pays sérieux du monde, mais dans les places un peu fofolles comme la nôtre, une place d'immature, c'est un peu college ici, c'est un peu, on dirait un high school, on dirait une école secondaire. Mais dans les endroits sérieux, ça a été un gros sujet. Ici, un texte que j'ai vu dans le Journal de Montréal, publié, aucun commentaire, aucun chroniqueur, personne a parlé de ce sujet-là, qui est le sujet de la semaine. Et voilà, les amis, c'est fait, c'est lancé pour l'édition du vendredi. On est prêt, mon ami Mr. White? Oui, monsieur. On est prêt. On s'en va dans quelques instants rejoindre notre ami Jerry, qui est prêt avec une boîte. C'est la boîte à pizza, en plus. Yes, parce que c'est vendredi. Radio Pirate. Do you like it? Yeah! 100%. Pirate. 100%. Jeff Filion. Oh. Il y a une petite boîte. Il y a une petite boîte. Il y a une petite boîte. Ouais, c'est une genre de boîte à pizza. Boîte à pizza. Oh yes. Boîte à pizza, Parce que boîte c'est à le vendredi.
Et c'est une boîte où il y a toutes sortes de choses. On va dire. C'est un mélange. C'est comme un genre de tu sais, c'est les restants de frigidaire que tu mets sur une pâte à pizza. Tu fais le ménage du frigidaire, Oui. tu as un peu de jambon, il reste un bout de poulet, tu as un vieux brocoli bizarre. Tu fais une pizza avec ça. Mais Ouais. c'est ça le vendredi. Tu mets une pâte, un peu de sauce, fromage, puis tu dompes tes affaires dessus. D'abord, qu'il y a du pepperoni. Oh, Roma. Roma, c'est très bon pépé. Ben oui. Panier extra en passant. Oh oui, ben, très bon prix. Oui. Hier, j'entendais Gilles parler de pizza, puis il disait qu'il a toujours mangé de la pizza végé. Puis c'est vrai qu'une pizza végé, c'est très bon. Oui, Mais oui. qu'il ne peut pas digérer le pepperoni. Ouais. Je serais tellement malheureux si je devais arrêter. Tu sais, moi, j'en connais beaucoup de gens qui ont des problèmes de digestion. Ouais. Puis ils développent ça aussi avec les années, en vieillissant, etc. Regarde, j'ai du bois full pin alentour de moi. J'aimerais tellement pas ça, là. Être obligé de couper certains affaires que j'aime vraiment, là. Je vais te dire de quoi que j'ai découvert. OK? Tu vas capoter. Ben, regarde, j'ai développé ça avec le lait en passant. Avec le lait, Ouais. moi, c'est les beignes. Comment ça? Mais pas les beignes faits maison comme Jerry fait. Pas pareil. Les beignes industriels, là. Oui. L'autre fois, j'en ai mangé un. Je me rappelle même pas d'où il venait. C'était-tu Tim, c'était-tu ailleurs? Je m'en rappelle pas. Sim, c'est du gâteau. Là, à un moment donné, j'ai même écrit à Jerry dans l'après-midi. J'ai dit, tu sais, le beignet que j'ai mangé un matin, là, je le digère encore. Il est rendu 7 heures le soir. OK. Tu sais, tu le sais, là. Il est digères, comme. là. Ouais, on dirait qu'il. Tu te rappelles ça, c'est quoi le bang? Parce que celui de Tim Hortons, ben, c'est tout gros un peu, là, mais je veux dire, c'est plus du gâteau. Hein. Non, mais t'as raison. Hein, c'est du gâteau. C'est du gâteau, tandis que d'autres, c'est vraiment dans. Je pense pas qu'ils les mettent dans l'huile chez Tim, je pense que c'est dans un four. Non, je pense que c'est dans le four. C'est t'as dans raison. un four, T'as raison. tandis que, mettons, tu vois, chez Krispy Kreme ou Dunkin' ou d'autres que tu achètes, c'est vraiment dans l'huile. Dans l'huile, c'est ça. Ouais. C'est peut-être Mais l'huile. là, écoute, je pense que je suis rendu avec une intolérance aux beignes industriels. Peut-être un genre d'intolérance au gras. Ah, Ouais. Ouais. Hey, qu'est-ce qu'on a dans la boîte à pizza? J'ai écouté, ça faisait longtemps, ça faisait un petit bout de temps que je n'avais pas écouté une série Netflix, mais avec ma blonde. Tu sais, des fois, on part une patente Netflix, puis on ne l'écoute pas à deux. Tu sais. Des fois, il y a des affaires qu'on l'aime, des affaires qu'on l'aime pas. Ma blonde écoute des affaires que moi, que j'écoute pas. On s'entend-tu que... Mais des fois, je suis assis à côté d'elle, ou on est assis un en face de l'autre sur le grand divan. Ma blonde écoute quelque chose, puis moi, je l'écoute pas. Je lis des affaires. C'est comme un genre de fond. Hein. Tu sais, des fois, la TV marche, c'est un fond. Mais là, on a écouté une série ensemble. Puis c'est une recommandation de Mr. White. Oh non, tu vas pas aller. Non, c'est une recommandation. Oh non. non, c'est une recommandation. Jeff, attends un peu, là. Non, attends une minute. C'est-tu l'histoire vraie? Oui, c'est... En français, il appelle ça « Mon petit rein ». Vous avez vos ça. petits secrets, vous autres, entre vous deux? Je sais pas de Ouais. quoi vous parlez pas en tout. Mais- Je me sens tout le temps que vous autres. Non, mais Carlos, il nous recommande... c'est ça. Carlos, il nous recommande du stock Netflix, du stock à écouter. Puis, ça veut dire... Il y a toutes sortes d'affaires. Ça veut dire Carlos, il en écoute beaucoup. Fait que lui, il fait un genre de triage. Puis à un moment donné, il dit « Ah oui, ça a l'air intéressant, je vais l'écouter. » Des fois, c'est le fun. Des fois, c'est pas le fun. Mais là, Mr. White, il dit « Il faut absolument que tu écoutes ça. » Je dis « Parfait. » Là, j'en parle à ma blonde. Ma blonde, elle dit « Ah oui, je suis intrigué. » Elle dit « Ah oui, c'est le fun. On va se partir ça. » Fait que, on se passe ça. Ça commence, la patente. Et qui l'avait proposé? C'est Mr. White? Mr. ou ben- White. OK. C'est Mr. White qui me l'a proposé. OK. Donc, Baby Reindeer C'est ça. ou Mon petit reine en français. On s'entend que le titre, c'est pas Là, vraiment tu vois, ce que c'est ça. c'est. Là. Non, exactement ça. Mais t'as peu, là. Non, je suis sérieux, là. Je voulais... C'est la première fois que ça m'arrive que j'écoute quelque chose, je suis plus capable. Non, je suis plus capable. Là. Je suis plus capable. Je suis plus capable. Mais je suis comme drogué. Je continue à l'écouter. Là, tu OK. dis, non, arrête. Là, je dis à ma blonde, je dis, on l'écoute pas prochaine, on finit ça là. Là, ma blonde a dit, ouais. Ouais, mais on check-tu juste pour Ça. voir. Là, après ça, on part l'autre épisode. C'est durant l'épisode. C'est 8 épisodes de. Pourtant, c'est long, je pense. Hein? Ouais, c'est un épisode de 55 minutes. Là, Ouais. Là, on arrive dans l'autre épisode. Là, ma blonde a dit j'arrête tout ça. Non, on va finir. On va laisser aller l'épisode, puis on va voir à la fin. Là, d'épisode en épisode, moi, je veux décrisser, ma blonde veut rester. L'autre épisode, ma blonde veut décrisser, moi, je veux rester. Non, regarde, c'est Jeff, on l'a bingé une série de malades mentales. OK. Ouais. Non, mais c'est... Mais Puis un quand des- la série est finie... Vous avez dit, ben c'est bon. Non, quand la série est finie, on était déçus de l'avoir écoutée.
Mais un des attraits de cette série-là, c'est que c'est une histoire vraie. OK. Et le gars qui joue là-dedans, c'est le gars à qui c'est arrivé pour vrai. OK. C'est rare, ça arrive, ça. Donc, le gars, c'est un humoriste. Il joue son propre rôle. Il joue son propre rôle, OK? Lui, c'est un humoriste. Lui, c'est un gars qui vient d'Écosse. Donc, lui, humoriste, qui a un peu de misère en envie, un peu, là. Puis, à un moment donné, puis ça, justement, comme Mr. Wild vient de dire, il joue son propre rôle. Donc, c'est lui aussi qui a écrit, là, en partie, là, c'est son histoire. Fait que tu peux pas être la meilleure personne pour écrire le scénario. C'est son histoire. Mais c'est l'histoire d'une stalker. Donc, c'est une femme qui harcèle une supposée vedette, d'une manière, un homme. Et cette femme-là le harcèle pendant des années. Là. Et c'est capoté, là. Elle y a envoyé 41 000 courriels, 744 tweets, 100 pages de lettres. Mais si bon, c'est Lobby Montréal, ça? Et elle y a envoyé 350 heures de messages vocaux. Le gars, il était harcelé sur 3-4 ans, je pense. La fille, elle arrêtait jamais. Bon, OK. Je vous fais le scénario vite, là. Le gars, c'est un genre d'humoriste par rapport. Mais le gars, pour gagner sa vie, il travaille dans un genre de bar. Il va jouer, il faut qu'il gagne sa vie. En plus, c'est pas une sexy girl. Là. Non. À un moment donné, la porte... Parce que je viens de voir la photo. Oui. À un moment donné, la porte rouvre. Et lui, il voit la femme rentrer. Elle a l'air comme un peu piteuse. Oui, piteuse. Puis, tu sais, veut dire, elle s'assoit au bar. Puis lui, sur le coup, il apprend un peu en pitié parce que c'est une grosse madame. Elle est très, très grosse. Puis elle a l'air comme piteuse. Puis que lui, comme employé de bar, ben il se dit, tu sais, je vais y remonter un peu le moral. Puis il commence à jaser un peu Mais avec. lui, il sait pas que c'est sa stalkeuse. Non, il sait pas, mais elle va le dire ça l'affaire. C'est qu'elle, à un moment donné, lui, il paye un thé. Parce qu'elle, je pense qu'elle dit qu'elle n'a pas d'argent. Ah, parce qu'elle n'a pas d'argent. Mais tu sais, elle a l'air vraiment piteuse. Lui, tu sais, on a un bon cœur. À un moment donné, tu te dis, ah, ben, je vais te payer quelque chose à boire. Mais là, en y payant quelque chose à boire, elle s'imagine des affaires comme, ah, OK. OK, il a l'air... Il a l'air, tu sais, il est donc bien fin. Telle affaire. Après ça, à un moment donné, elle revient le lendemain. Elle revient sur le lendemain. Là, il dit, la grosse est tannante en tabarnak. Mais là, la face, c'est que lui, il veut comme la casser un peu. Mais il dit, ah, ben, il veut comme finir la patente. Il dit, je vais l'inviter à prendre un genre de petit lunch au restaurant. Tu sais, je t'invite au restaurant. Puis, et lui, il voulait comme finir ça là. Mais en l'invitant au restaurant, elle s'imagine encore d'autres affaires dans sa tête. Jeff, c'est souffrant. Tu peux arrêter tout ça. Mais la grosse, ça t'énerve. Le gars, il est complètement névrosé. Le gars, là, j'ai le goût de le rentrer dans le mur puis en crisser une. Oh oui. Non. Parce que lui, le Non, mais ma blonde, elle dit, non, elle dit, on continue. Ma blonde, elle dit, on continue. Ah, chérie. Là, je vais me faire du popcorn. Je vais me chercher un coke diète. Je me rassois. Je me relève pour chier des affaires. Je grignote. J'arrête pas de manger. Parce que lui, c'est un stand-up comique, mais en dépression. OK, c'est ça. Le gars, il a pas de morale. Il est en dépression. Le gars, il est insupportable. La grosse est insupportable. Tout le monde est insupportable, névrosé. Hey, 8 fois 1 heure. Il se fait pogner par... Il se fait violer par un autre gars. Alors, regarde, Jeff, ça n'arrête pas. Là, tu dis, crif, là, le cerveau de bouille. Là, c'est une souffrance. Mais tu t'es rendu jusqu'au bout? On s'est rendu jusqu'au bout. Non. Ben oui. Parce que... C'est bien fait. Là. Voilà, mais il y a un coup... Je sais pas qu'est-ce qu'il y a. Mais la madame qui joue le rôle de la stalker, elle est bonne. Ouais. Parce que Mané, tu dis, crime, c'est vrai. Tu es en train d'écouter la vie de ce gars-là. Tu n'es plus en train d'écouter une série. Mais elle te tombe sur les nerfs, la grosse. La grosse te tombe sur les nerfs. À un moment donné, tu n'es plus capable. Non, vraiment, là... Et c'est quoi le titre? C'est Baby Reindeer. OK. Mon petit reine en français. Mais on comprend à la fin. On comprend à la fin pourquoi elle appelle son petit reine. On comprend à la fin pourquoi, là. Mais c'est une anecdote, là. Mais je vous le dis, là.
OK? Y a-t-il un punch? Oh, il y a plein de punch. Il y a plein d'affaires. Oh, Il y a plein de... C'est complètement sauté. Tu sais, c'est addictif, puis en même temps, tu sais, c'est comme, je sais pas, moi, tu sais, il y a du monde dans la vie. C'est drôle le feeling que ça m'a donné. Après avoir, quand la série a fini, là, moi, on est allé se coucher, là. OK? Moi, ma blonde, on va se coucher. Là, à un moment donné, ma blonde, tu sais, je voyais ma blonde, moi, quand elle se couche, elle dort. Tu sais, elle n'a pas de misère à dormir. Mais on se couche. Ah. Là, on se colle un peu, tu sais, là, OK, bonne nuit, tu sais, bonne nuit, chérie. Là, je m'aperçois, tu sais, après 30 ans, Qu'elle dort pas. qu'elle dort pas. Je sais, là, qu'elle dort pas, là. Ça fait 38 ans que j'étais avec. Je sais qu'elle dort pas. Là, je dis, chérie, à quoi tu penses? Elle dit, j'étais assez déçu d'avoir écouté la maudite série. Elle dit, ça me m'écoeure. Là, j'ai juste ça dans la tête. 8 heures de sa vie de perdu. 8 heures de perdu, mais elle dit la maudite névrosée, puis l'autre, le fucké, il m'énerve. Là, à part, je dis, Non, finalement, Désolé, c'est Jerry. bon. Je veux dire Vraiment que si ça te désolé. manque de même, c'est bon. Il y a quelque chose de pas pire dans la patente. Là. oui, mais parce que je veux lancer un avertissement. Oui. C'est ça que je veux faire. N'embarquez pas là-dedans. Mais si c'est ça, Oh, il a embarqué. écoutez-les pas. Non. Parce que c'est comme si Mr. White m'avait fait un genre de cadeau, puis j'ouvre la boîte, puis il est comme rien dedans. Là. Dans le sens que je sais pas, je suis comme fait fourrer. Tu l'as écouté au complet, Oui. bien sûr. Je me suis fait fourrer, gars. J'ai perdu J'aurais dû écouter d'autres choses. C'était du hockey, ou j'ai pas n'importe quoi. J'ai quasiment le goût de l'écouter. J'ai écouté une game d'hockey en reprise. N'importe quoi. C'est de la NBA le soir. N'importe quoi. Je m'en veux d'avoir écouté ça. Tu sais, veux dire, mais ça te reste dans la tête encore. Puis à chaque fois, puis on s'entend-tu que cette série-là est complètement... En Europe, c'est partout. Là. Le monde, aux États-Unis, c'est pareil. Le monde, il capote sur cette série-là. Là. C'est une affaire bizarre. Mais... mais aussitôt que tu ouvres les réseaux sociaux, je vois la face de la grosse. Puis là, ça repart, la patente, dans ma tête. Jeff, c'est insupportable. Le pire, c'est qu'elle est revenue après parce que officiellement, lui, comment dire, tu sais, la stalkeuse là-dedans, officiellement, elle n'est pas identifiée dans la vraie vie. OK. Mais il y a une fille qui a dit, je pense qu'il parle de moi. Tu sais. Ouais. D'après Oui. moi, ça doit être évident. Là. Mais elle dit, la vraie victime là-dedans, c'est moi. OK. C'est lui qui m'a exploité. C'est ça, dans le exactement. fond. Ouais, Mais c'est l'affaire, c'est que là, moi, je veux pas l'écouter. Je veux que ça arrête dans ma tête, cette patente-là. Oui. Mais d'en avoir parlé aujourd'hui, ça va se régler. ouais, ça va me faire du bien. Ça va régler, Oui. ça sort le mauvais. Mais comment il s'appelle l'animateur? Là, c'est Pierce Morgan? Pierce Morgan. OK. Là, je veux pas aller le voir. Mais il paraît qu'il a invité la stalker. Il l'a invité. La vraie? La vraie, l'envie. OK. Mais là, ils disent, allez écouter ça, allez écouter Pierce. Il allait... Je veux pas y aller. Ah, mais tu vas y aller, pareil. Moi, te le dire. Non, mais Moi, ça m'énerve. t'annoncer quelque chose, tu vas le faire. Ça m'énerve. Tu vas le Elle faire là. en fin de semaine. Elle est là, que la calife est dans le compte. On dirait qu'elle est toujours dans le cadre de porte. Je me retourne de bord, j'avoue. C'est moi qui ai stalké. Calife. Je sais pas comment me débarrasser de ça. Hey, pour le live, une petite vite, 3 minutes, là, genre. Un petit 3-4. Non, hier, tu En tout cas, c'est allé te chercher, je t'ai jamais vu Non, c'est embarqué dans avertissement. une série de même. Oui, je sais. Avertissement, Mais ils ont je veux réussi dire. pareil. Non, ça travaille à le corps. Là. C'est calife de fucké. Maudit monde fucké. Hier, tu parlais, tu disais à Montréal, il y a à Montréal, il y a un parking. Je pense que c'est Joamel qui t'avait raconté ça. Un parking à 120 000 $. Ben, c'est ce que ça coûte. Quand tu achètes un condo, le parking n'est pas inclus. OK. Puis sur un condo, sur un parking avec ton condo, souvent, c'est 120 000 $. Tu charges 120 000 $. C'est incroyable. C'est malade. Non, c'est comme sauté. Mais tu sais, il y a une place dans le monde. Je n'ai pas fait toutes les places, là, mais parce que je lisais un texte, justement, c'est une affaire touristique sur la ville d'Amsterdam, puis tout ça. Puis, justement, j'avais parlé à un moment donné de quelqu'un qui était allé en vacances là-bas, puis il est allé voir ça, Amsterdam. Hein. Puis, Amsterdam, c'est la capitale du vélo. Là, qui disent qu'il y a autant de vélos dans la rivière qu'au-dessus. Ben, à chaque année, ils vont ramasser les vélos dans les rivières. Ils font le ménage. Le monde pogne un vélo puis il crisse dans l'eau, mais il y a tellement de vélos. Mais l'affaire, c'est qu'à Amsterdam, au centre-ville, puisque dans l'article, ils ont mis un lien. Puis
Puis le lien, c'était pour aller sur un, tu sais, comme un genre de courtier immobilier. Mais là, il y a des courtiers de vente de parking, d'emplacement de parking. Vous entendez-tu qu'un char dans le centre-ville d'Amsterdam, tu nuis, tout le monde te déteste. Là. J'ai mon char. Mais quand même, il y a des places de parking. Il y a des maisons dans le monde. Puis il y a une place de parking qui était en vente. Là, ils ont dit, à telle date, cette place-là va être en vente. Là, tu dis, ça fait... Non, ils mettent une date parce qu'il va y avoir une genre de surenchère. La vente, c'est 500 000 € l'espace à vendre pour mettre un char. Il y a une genre de rue, là. Okay? Il y a une rue, il y a des maisons, il y a une place, là. L'affaire, c'est que le gars qui a la maison, à côté, lui, il pourrait le prendre pour lui, le parking. Lui, il ne veut pas le parking, il fait du vélo. Mais le parking, il le vend. Il vend 500 000 € le parking. Puis dans l'article, il disait, il va le vendre. Voyons. Il y a quelqu'un qui va acheter ça? Oui. Donc, j'ai battu ton Montréal. Donc, 120 000 à Montréal, 500 000 €. C'est incroyable. Non, c'est comme me sauter, là. C'est comme me sauter. Regarde, s'ils veulent, moi, j'ai un terrain l'autre bord. Là, je peux rentrer au moins... l'autre bord, je peux rentrer quasiment 40 chars. Tu peux faire un petit parking. Donc, 40 fois 500 000. Oui. J'ai dit à vendre. Je vais le mettre sur Marketplace. Je vais le mettre sur Marketplace à Amsterdam. 40 chars. C'est juste un peu loin, là, mais regarde, il y a de la place. C'est pas drôle, sérieux. Là. Non, c'est pas drôle. Là. C'est comme me sauter. Mais le plus pire, c'est que il y a quelqu'un qui va l'acheter parce que lui, il a besoin d'un parking. Ah, pour le live, vu que c'est le week-end, on est de party. Ah ouais, une petite dernière vite. Ah ouais, une petite dernière. Sly Stallone. Ah, Sly. L'aimes-tu Sly? J'adore. J'ai pas écouté son show encore avec la famille. Faut que je me le tape, son show. Tu sais, le show... Oui, ça passe où, ça? Je sais pas. J'ai ça quelque part. On va fouiller ça. J'ai des oreilles de lapin. Oui, oreilles de lapin. Ouais. C'est ça, exactement ça. Mais vraiment une belle famille. Là. Il a eu 3 filles, lui. Vraiment une belle famille, Sly. Il y a des superbes filles. Là. Non, c'est spécial. Là. C'est vraiment spécial. L'affaire, c'est que Sly, lui, il a une passion. Puis il y a beaucoup de monde. Il y a du monde qui ont cette passion-là. Puis, tu sais, moi, je ne suis pas un collectionneur pour Saint-Saëns. Puis il y a du monde qui a des guenilles, là, puis ils collectionnent une sorte de patente. Là. Mais il y a du monde qui collectionne les montres. Ils adorent les belles montres. Ils investissent. Puis il y a même des montres qui prennent de la valeur. Ça veut dire qu'il y a des brands, certaines Rolex. On s'entend-tu il y a des montres qui prennent une certaine valeur avec le temps. Donc, il y a un côté, je dis investissement en parenthèse. Il faut être dans les montres beaucoup plus chères. La fait, c'est que Stallone, c'est un passionné de montres. Et là, chez Sotheby's, ils vont... Parce que si tu vas sur Sotheby's.com... Ouais, j'ai vu ça. Je pense que c'était Fox qui ont fait quoi hier ou quelque chose. OK, c'est une vraie histoire, ça, là. Non, c'est une vraie histoire. C'est le 5 juin prochain. Donc, tu peux aller voir ces montres. Tu vas sur Sotheby's.com, tu mets Sylvester Stallone dans la recherche, puis tu vas tomber sur ces montres. Donc, lui, il vend des montres. La fois, tu te dis, ouais, mais c'est des montres. Je veux dire, non. Mais la moins chère, le bid va commencer à 6 000 piastres. Puis, il y en a combien de montres? Il y en a, je pense, une dizaine, me semble. OK. Une dizaine de montres. As-tu besoin de cash, non? Non, c'est pas ça. Je pense qu'il y a une partie qui va aller à des œuvres de charité, une patente de même. Mais lui, Stallone, il a une Patek Philippe. Je pense que c'est le modèle Grandmaster. Ils disent que la montre, je ne pensais pas qu'une montre pouvait valoir si cher. Là. Ils disent que la montre, possiblement, elle va partir à l'enchère à 5 millions. Ça peut, là. 5 millions. Ils disent ils vont partir l'enchère à 2,5 millions. Puis ils s'attendent qu'elle va partir aux alentours de 5 millions. Donc, l'enchère, c'est le 5 juin. Si ça vous tente de bider, vous pouvez y aller. Sotheby's.com, vous recherchez Sylvester Stallone, vous allez voir ses montres. Il y a des belles montres. Mais moi, j'aime ça. Moi, les affaires d'enchères de même, là, de grand luxe. Puis je comprends le monde aussi. Parce que ça, c'est sûr que cette montre-là, la Patek Philippe, là, c'est sûr
qu'elle a pris de la valeur. Il y a un côté investissement à ça. Donc, c'est quoi à peu près? D'après moi, c'est des montres que tu payes peut-être 500 000. Puis, Arrête! oui. Donc, ça veut dire qu'il va vendre ça combien? Ils vont la starter à 2,5 millions. Oui, mais OK, je comprends, mais je veux dire, à combien tu penses que ça va finir avec un encan gros de main? 3,5? Non, ils l'estiment à 5. 5? Oui, ils disent qu'elle va partir aux alentours de 5. Ben, voyons donc. Oui. Il y a quelqu'un qui va bider pour la montre à Stallone à 5 millions. Là, pour une Patek Philippe Grandmaster. Capoté, là. Mais tu sais, les autres, Patek Philippe, ils ont plusieurs modèles, mais ils ont des modèles très restreints qu'ils en font à chaque année. Ouais. Il y a des acheteurs pour ça. Il faut tailler le fric. Il y en a qui l'achètent pour la porter, puis, mais il y en a qui l'achètent, ils apportent, mais pas beaucoup. T'entends-tu que tu prends pas le métro qu'une Patek Philippe? Non. Parce que le gars ici à côté de toi, il voit que tu en as une dans le bras. Ça se peut qu'il parte avec le bras, là. On s'entend-tu? Là? Donc, t'es mieux de la laisser chez vous dans les coffres. Là. Si ça soit à côté de moi, il est chanceux. 1, je suis pas bandit. Puis 2, je sais pas c'est quoi. Oui, c'est ça. Ouais. C'est ça. Donc, c'est l'enchère Sly Stallone sur Sotheby's. Yes. Hey, il y a plus de boîtes à PIDS avec notre ami Jerry si vous êtes membre de radiopirate.com. Si vous ne l'êtes pas encore, allez-y. C'est facile de s'inscrire. Vous allez utiliser les mêmes applications que vous prenez pour le live gratuit. Donc, les Spotify de ce monde, Apple, etc., etc. Donc, plus de Jerry dans le Prime. On revient avec le lab de Mr. White. On a Nicolas Gagnon de contribuable.ca qui est stand-by aussi. Radio Pirate. Radio Pirate. Pirate est fier de l'être. Radio Pirate. Radiopirate.com. Le labo de Mr. White. Le labo de Mr. White. Spécial règlement de compte. Oh, my God. Un des... j'aime ces features-là, la boîte, le... On a entendu parler pas mal. Hein? Oui, j'imagine. Mais j'ai la poubelle à Jeff. Vous savez que quand j'ai plusieurs sujets, c'est la poubelle à Jeff. Voilà. Et aussi, j'ai quelque chose qui s'en vient. J'ai juste pas déterminé. J'ai déterminé le titre, mais j'ai pas encore trouvé le sens. OK. Mais je peux vous annoncer tout de suite qu'il y a un segment qui s'en vient qui va s'appeler Le sous-sol à Jeff. OK. OK? Donc, j'ai juste pas encore trouvé ce que je vais mettre dedans, mais je sais qu'il va y avoir un feature qui va s'appeler Le sous-sol à Jeff. Si je fais un thème, ça va peut-être t'inspirer. Oui, t'as raison. Je me mets là. On a entendu parler beaucoup du thème de Stéphane Bruyère, en passant. Oui. Stéphane Bruyère. Il y en a qui me donnent des idées, puis je vais les prendre. Appel maison. Oui, c'est Stéphane Appel Maison. Stéphane Appel maison. Appel. Donc, les gens adorent en passant. Donc, qu'est-ce qu'il y a dans le lab de Mr. White? Il s'est excusé. Il s'est excusé. Il y a beaucoup de monde qui s'excuse cette semaine. Il s'est excusé pourquoi? Francis Drouin. Qui est Francis Drouin? Francis Drouin, c'est l'élu du Parti libéral dans le comté, je l'ai écrit parce que c'était impossible de le remarquer, de Glengarry Prescott Russell. OK. C'est en Ontario? Oui, en Ontario. Ouais, c'est un franco-ontarien. Le franco-ontarien qui était dans un... Tu sais, je ne savais même pas que ce comité-là existait. Le comité des langues officielles. OK. Tu sais, ils font toutes sortes d'affaires. La bullshit, toutes les histoires. Oui, puis lui, il est allé là, puis là, il y avait comme il appelle ça des témoins, là, qui voulaient venir parler de la langue française, tu sais, ils défendent la langue française, puis tout ça. Puis ces témoins-là sont venus dire qu'avoir des écoles anglophones à Montréal, ça accélérait la fin du français à Montréal. Ah, franchement. Puis lui, il a répondu à ça. Ça fait qu'on peut l'écouter, qu'est-ce qu'il a dit. Moi, je suis écœuré que ce monde-là arrive pour des histoires de... C'est des histoires idéologiques, ça. OK? On arrive avec toutes sortes de conclusions. C'est pas vrai, ça. Mais lui, il arrive avec ça. Hey, t'as le chef du PQ. Le chef du PQ. Oui. Le chef du PQ, là. Il parle-tu français ou bien à chaque fois qu'il ouvre la bouche, il parle anglais mélangé avec du français dedans? Il parle français, puis il est très québécois. Mais des fois, il est même trop québécois, fatiguant. Il a étudié à Oxford, là. Ouais, là, on peut-tu en revenir, là? Moi, j'ai des gens proches de moi. Mes filles ont étudié le vie en anglais. Elles sont des Québécoises, elles parlent français. Ils ont étudié le primaire. Ma fille a étudié une partie de son secondaire. Sont allés au cégep en anglais, etc. Après ça, université d'un deux. Mais c'est un peu là que... Ils sont carrément québécoises. C'est un peu là que ce député-là arrive. Parce que lui, il dit, ouais, mais moi, je suis un franco-ontarien. Puis regarde, je parle français comme vous autres. Fait que...
Alors que le témoin, il donnait un paquet d'exemples. Parce que quand je parle du gars qui est venu parler, là, parce qu'il était comme en vidéoconférence, là, je ne sais pas c'est quoi son nom. Là. Lui, il donnait plein d'exemples dans le monde. Il dit, dans tel pays, ils ont enlevé telle université parce qu'ils ont vu que ça nuisait, puis tout ça. Fait que là, lui, il écoutait ça, puis à un moment donné, il a dit... OK. Que je t'ai écœuré de Là, l'histoire. lui, à un moment donné, il a dit, je vais y répondre. Fait que là, il a répondu. OK. Si vous qualifiez cette position d'extrémiste, en fait, ce que vous êtes en train de faire, c'est de qualifier la Belgique, la Flandre, les non, en Pays-Bas principe, monsieur d'États Lacroix, en extrémistes. principe, ce que je suis en train de vous dire, c'est que si vous pensez que parce que McGill ou Dawson apprennent de l'anglais à Montréal, qui anglicise le Québec au complet, vous êtes dans le champ de patates. Puis pas à peu près. Je suis franco-ontarien. J'ai des universités anglophones à plein à bout. Puis je trouve ce discours-là insultant, puis qui manque de respect intellectuel envers la réalité, ce qui se passe au niveau international. Nous sommes 321 millions d'interlocuteurs francophones. Puis le fait qu'une université enseigne de l'anglais à Montréal, qui est un discours que j'entends depuis que j'ai 40 ans, je l'entends depuis que j'ai 1 an, qui, à cause des universités des universités anglophones, le fait qu'ils sont en train d'angliciser Montréal, vous êtes, excuse-moi là, mais vous êtes plein de marde. Oh, Puis là, je vais retirer mes propos, mais vous êtes dans le champ. Vous êtes des pleins de marde, c'est vrai. C'est vrai que c'est des pleins de marde. Voyons donc. Moi, je trouve ça très drôle. Hey, je vis quelques mois ailleurs dans une place qui est en train de devenir de plus en plus latino. Excusez-moi, là. Alentour de chez nous, là, je vais enlever les Kaiser College de ce moment. Juste prendre les grandes universités qu'il y a dans le coin d'un des endroits en Amérique où ça parle le plus espagnol que de pas, là. Miami University, grande université. Hey, d'ailleurs, John Bon Jovi, avec sa calotte du U, avec son logo du U sur son ordinateur. J'ai-tu pensé à toi? Ben oui, c'est un U. It's all about the U. It's all about the U. Et juste en face de University of Miami, tu as Florida International. Après ça, tu en as une autre juive pas trop loin qui est grosse. Tu as Florida Atlantic. Tu as Florida... il y en a. Et il n'y a pas d'université espagnole. Mm-hmm. Et la place, tu as de la misère à te faire servir en anglais. Donc, c'est quoi le lien? C'est quoi le lien? Ben, moi, je trouve que c'est une affaire de manque de confiance. Les Espagnols, les Latinos, peu importe leurs origines, vont à Miami University. Ils vont à Florida Atlantic. Ils vont à Florida International. Ils vont à... et ça n'empêche pas la Floride d'être full. Et maintenant, regarde, c'est dominant. Tu entends parler alentour de toi, tu n'entends plus parler espagnol qu'anglais. Ça n'a pas empêché quoi que ce soit. Là. C'est comme, donc, parce que si j'écoute leur logique, le fait que les écoles de hautes études sont uniquement en anglais, l'espagnol ne devrait pas survivre. Et c'est l'espagnol qui est en train de leader la place. C'est quoi le raisonnement derrière ça? On le verrait ailleurs. Je ne peux pas parler de la Belgique, n'importe de quoi. Regarde, il y a bien les pays d'Europe que les gens parlent 2-3 langues. Vous allez me laisser tranquille avec ça. Là. Nous autres, on est unilingue. C'est une de nos grosses faiblesses. Que nos jeunes apprennent à parler anglais pour être en business, pour être dans le milieu d'aujourd'hui avec la technologie. C'est un fucking must. My God! On est encore en train de débattre de ça aujourd'hui dans le monde dans lequel on est. Êtes-vous fucking crazy? Come on, man! Les gars, vous êtes des pleins de marde. Voilà. Bon, c'était juste pour un punch. Spécial règlement de compte? Yes. C'était juste pour dire comme le député du Parti libéral du... Hey, c'est rare qu'on ait pu un député du Parti libéral de Trudeau. Oui. Oui. Comme tu sais, j'écoute beaucoup Radio-Canada. Il va perdre sa job en passant. Il va perdre sa job? Oui. Ouais. Aujourd'hui, c'est excusé officiellement. Ouais. Non, hier, c'est excusé officiellement. On peut lui dire que c'est la chef. Ouais. Donc, moi, je suis un grand auditeur de Radio-Canada. Je ne veux pas que ça ferme. Ça, c'est bizarre. Je sais. Mais que veux-tu? C'est ma grande diversité. Et il y a un show là-dedans qui s'appelle Tout Terrain, que je ne savais pas que ça existait. J'ai comme découvert ça récemment. Avec un animateur qui s'appelle Yannick Tremblay. Puis là, cette semaine, il reçoit des invités, lui, pour parler de politique américaine. OK. Et là, son intervenante, elle s'appelle, écoute,
Anessa Kimball. Anessa Kimball, qui est une professeure en relations internationales à l'Université Laval. OK, wow. Donc, les professeurs de l'Université Laval, puis l'UQAM, tout ça, c'est tops. Puis tu sais que là, quand tu parles politique américaine, tu parles évidemment de Trump. Oh! Et quand tu parles de Trump, ben là, Jannick n'a pas reçu son petit message. Oh, pas encore. Ah, ouais, on écoute. Oh, il va avec Jannick Tremblay. Il est Tremblay. J'aimerais qu'on revienne encore une fois en décembre dernier sur une On dirait qu'ils parlent déclaration tous pareil. de Donald Trump. Il disait ceci au sujet des immigrants. You know, when they let, I think the real number is 15, 16 million people into our country. When they do that, they're poisoning the blood of our country. That's what they've done. Vous avez entendu comme moi, ils empoisonnent le sang de notre pays. C'est la même déclaration qu'avait faite un certain Adolf Hitler, il faut le dire. Monsieur Trump, à sa décharge, l'ignorait. Ça ne l'a pas empêché de la répéter. Il y a aussi cet entretien publié par le magazine Time il y a quelques jours où il expulserait quelque chose comme 11 millions de personnes et construirait des camps de détention pour les migrants à la frontière. Est-ce qu'il est permis d'entretenir des doutes sur ses intentions? Le petit lien Trump-Hitler. Ah ouais, c'est incroyable, c'est incroyable. Alors, Voyons, les Américains en ont plein le casse, là. L'histoire de tout le monde qui rentre là comme s'il n'y avait aucune frontière. Le monde rentre illégalement. Le monde en a plein le casse. Vous êtes dans un sujet qui est perdu. C'est perdu, ce sujet-là. Voyons. Il y a un moyen de rentrer légalement comme immigrant. Et voilà. Trump est le premier à vouloir des immigrants qui rentrent légalement. On parle d'immigrants illégaux. Il y a beaucoup de rapaces là-dedans. Il y a des Chinois douteux. Il y a des Iraniens douteux. Il y a des gens de pays comme... il y a des Palestiniens même qu'on a vus qui ont rentré à travers. Il y a des gens de tout partout qui rentrent par les frontières. Même en Amérique du Sud, du monde bien dangereux qui peuvent arriver d'Amérique du Sud. Exact. Les États-unis ont été bâtis par l'immigration. Oui. On s'entend-tu, là? Il faut que ça rentre de manière légale. Voilà. C'est tout. C'est tout. On a de la misère avec ça, eux autres. Voyons, Jannick Tremblay, là, ils parlent tous de la même manière à Radio-Canada, tout un petit peu de même. Là. Ouais. À part ça, qu'est-ce qu'il y a? Kwekwe? Oh. C'est quoi, Kwekwe? Kwekwe. Ben, vous savez pas ce que ça veut dire, Kwekwe? C'est bonjour. Ça veut dire bonjour. Ben, c'est bonjour en amérindien. Bonjour, ici Michel. En Huron? Regarde, Jerry. Quoi? Bonjour. Non, il mange chez moi un peu. C'est Michel Je Jean. m'appelle Michel Jean. OK, c'est Michel Jean. OK. Ouais. Michel Jean. Mais quoi? Des fois, j'ai un peu plus de... Invité de Marie-Lou Arsenault. Ah, ouais, ça. Ouais, quoi. Mais Ouais. dis-tu Et vous, quoi, Michel Jean, raconte-nous un peu, Michel Jean, comment ça se passe chez vous là, depuis votre déclaration que vous êtes quelqu'un là, qui arrive des Premières Nations, là, Michel Jean. Racontez-nous, qu'est-ce que vous vivez comme racisme, comme attaque envers vous, là, les Premières Nations, Michel Jean? Marie-Lou, elle aime ça gratter le bobo. Ah, elle aime ça. Là, elle gratte le bobo. Et Et vous, lui, il vide son sac, mais il n'est pas fin. Ben voyons. On est prêt? Il n'est pas fin. OK. Le 24 septembre 2020, Émilie Bilodeau et Katia Gagnon, deux journalistes à la presse, ont raconté le renvoi de Serge Fortin, Michel, qui était vice-président du groupe TVA. C'est un ancien grand patron aussi de la salle de presse. Selon une source... On n'est pas en train de clencher mon chum Serge, hein? My God! Il n'est pas fin. Ils reviennent avec ça. Pas fin. Non, Serge is a good guy. OK, j'adore Serge. Le 24 septembre 2020, Émilie Bilodeau et Katia Gagnon, deux journalistes à la presse, ont raconté le renvoi de Serge Fortin, Michel, qui était vice-président du groupe TVA. C'est un ancien grand patron aussi de la salle de presse. Selon une source des deux journalistes, c'est la fin d'un régime de terreur. Ah. Vous avez des collègues qui ont témoigné à visage découvert, d'autres qui ont été des sources anonymes. Là. Et après le départ de Fortin, vous avez raconté vous-même avoir été victime de ces comportements. Qu'est-ce que vous avez subi, Michel? Est-ce qu'on peut vous le demander? Moi, je trouve que le harcèlement psychologique et la violence psychologique, c'est pas quelque chose que l'on considère suffisamment au Québec. Moi, j'en suis une victime. Je me suis fait crier après, hurler, insulter, mis en pénitence pour des niaiseries, finalement. Par Serge Fortin. Oui, exactement. Par exemple, le jour du lancement de Elénou. À l'époque. Votre roman, en 2012. Exactement, ouais, c'est ça. Ouais. J'avais reçu des menaces de mort à un moment donné, moi, puis la police était là-dessus. On pensait que c'était la mafia et tout ça. Puis c'est avéré que c'était un journaliste à l'émission JE. Ça a fait les nouvelles, ça, je peux en parler. Qui vous a menacé, vous? Oui, ben en fait, c'est ça. Il était un peu crackpot, puis il voulait... en tout cas, il y avait un problème avec les autres gars, je pense. Et quand, à un moment donné, les policiers ont su commençaient à penser que c'était pas la mafia, mais quelqu'un de TVA, je pense qu'il a dû se faire sermonner par son patron, mais
Fortin, il m'a appelé, puis il m'a engueulé au téléphone tellement fort. Il me disait, pour qui tu te prends, J'avais donné une clip aux nouvelles sur mon nom. Qui tu te prends d'hijacker les ondes de TVA? J'ai dit, de quoi tu me parles? Puis là, il commence à me crier, t'as besoin de pas être quelqu'un. J'ai s'appelait. Il hurlait dans le téléphone. J'avais le téléphone au bout de mon bras. Les gens dans le véhicule, j'étais seulement, c'est qui le fou qui crie? Ben, j'ai dit, c'est le vice-président de l'information. Et après ça, il m'a pas reparlé pendant des mois. Puis j'ai été boudé, déplacé. Qu'est-ce que j'ai fait? Être victime. Mais ça ne faisait pas son affaire. J'ai des événements comme ça, il y en a eu plein. Moi, ce que je veux dire, c'est que j'ai beaucoup d'amis autour de moi. Moi, je suis chanceux, je m'en suis tiré. J'ai 2 personnes près de moi qui ont fini en burn-out. Plus que ça, qui ont été diagnostiquées avec des chocs post-traumatiques, comme les victimes de viol. La violence sexuelle, on la connaît, on l'identifie. La violence psychologique, on l'accepte en disant « Ah, c'est pas grave, c'est comme ça dans notre métier », mais ça fait aussi mal. Hey, my God! Non, mais il a surtout vécu énormément de violence psychologique. Là. Regarde, vu que c'est le même, que ça marche, je vais tout de suite faire mon meilleur culpa. J'ai déjà été patron de plusieurs employés et j'ai déjà probablement fait ce que mon ami Serge a fait à Michel Jean, qui, si je le regarde à la TV, il m'a dit de quoi les boss vont passer le job. Là, il devrait peut-être crier un petit peu plus fort parce que le gars dort fucking au gaz, pas à peu près. Là. Le gars, il est victime de ci, puis il est victime de ça. Hey, come on. Donc, je m'excuse. Probablement que dans les années 90, j'étais patron. Donc, 2000 également, j'étais patron et j'avais effectivement un moyen des fois de réveiller un peu, saisir quelques employés. C'est le même que ça marche habituellement dans les entreprises. Il semblerait que ça a changé, que maintenant, quand quelqu'un est pas bon, quand quelqu'un fait une niaiserie, il faut aller le voir après et dire « Salut, mon petit Calino. On va s'asseoir un peu, là, on va jaser. Parle-moi un peu là, de ce qui est arrivé. Là. Dis-moi un peu ce qui est arrivé. » Commence-toi. Ah non, regarde, moi, je suis avec mon ami Serge Fortin, ce genre de... Regarde, Serge, c'est un alpha, OK? Et les alphas, on les a sacrés aux poubelles et après ça, vous demandez pourquoi les médias sont en train de mourir. C'est parce que vous avez laissé que des boss woke, une gang de momounes qui mènent la patente. Puis, c'est pas grave, il est pas bon, mais tu sais, c'est quelqu'un de gentil dans les couloirs. Là. Non, regarde, c'est la raison pourquoi tout est en train de s'écrouler dans ce domaine-là. Il n'y a pas juste le changement de monétisation et de business. C'est la raison première, c'est qu'on a pris les vrais boss, on les a crissés dehors parce que le monde dit « Oh, oui, il fait de la peine! » Et là, aujourd'hui, les boss qui ont, c'est une gang de faibles. Et ça, là, c'est le monde des médias, mais c'est le monde des universités aussi. Là. Pourquoi pensez-vous que McGill a des tentes dehors? Là? Pourquoi pensez-vous qu'on est si poche dans tout? Dans les autobus, à l'école, dans le système de santé? C'est rien que de ça, des fucking woke mous qui sont les boss d'à peu près tout ce qui ne fonctionne pas à travers notre société. C'est ça qui est arrivé. Avant, pourquoi ça roulait plus? Parce que les boss étaient des boss, OK? Les boss dans la cuisine, les boss à l'école, le prof qui se fâchait après des étudiants. Là, il n'y a plus moyen. Hey, il m'a harcelé. Il m'a violenté psychologiquement. Ben oui, qu'est-ce qu'il a fait? Il m'a appelé puis il m'a crié des bêtises par le téléphone. C'est incroyable. Thumbs up et salutations à mon ami Serge Fortin. Quoi. Encore dans le show de Marie-Lou. Là, cette fois-là, c'est une fille qui s'appelle Isabelle Lacroix. Cette fois-là, c'est de l'Université de Sherbrooke. Oh. Donc, veux-tu que je te dise son titre? L'Université de Sherbrooke, c'est un nid à guêpes pas pire aussi. Là. Ah non, je vais te dire c'est quoi son titre, tu vas capoter. Elle est co-directrice de l'Axe Impact, Usage et Société de l'Unité Mix Internationale. Oh, c'est bon ça. Donc, elle était au micro puis elle est venue parler de l'avortement. OK. Parce qu'elle n'est pas d'accord que les politiciens américains prennent position sur l'avortement. Ils prennent une certaine position, alors que la population est totalement à l'inverse OK. de la décision. Ouais, mais là, on peut si on parle d'avortement, si c'est que ça s'applique à l'avortement, on peut le parler de paquet d'affaires. Là. Et ça tombe que Bruno Marchand est autour de la table. Oh! Fait que là, Marie-Lou, elle aime gratter le bobo. On écoute. Mais vous, Bruno Marchand, vous n'aimez pas ça, la démocratie, là? Vous aimez faire les choses par vous-même, même si les gens ne veulent pas. Hein? On écoute. Ah, Bruno Marchand? Oui, on écoute. Je ne réussis pas à rationaliser ce qui se passe autour de ce dossier-là. Donc, comme explication, je n'ai
que l'émotion. Surtout dans un contexte où la majorité de la population aux États-Unis est en faveur de l'avortement. Mais bien sûr! Alors, qu'est-ce que les politiciens viennent faire à se battre contre la volonté de la majorité? La majorité, c'est la démocratie. Je vous regarde. Troisième lien! Ça devrait être... Oui, mais je veux dire oui et non, parce que des fois, la majorité, c'est pas toujours la bonne chose à faire. C'est vrai. Alors, je fais pas référence à ce dossier-là. Parfois, la majorité a tort, oui. Ben, c'est pas tant qu'elle a tort, c'est qu'elle n'a pas toujours toutes les informations nécessaires pour voir la suite. Ouais, ça, il est incroyable, lui. Quel asti de fendant. Non. Non, c'est un fendant, là. Excuse-moi, c'est un fendant. Là. La majorité, là. La majorité a toujours raison, OK? Si t'as pas saisi ça, décrisse. Oui, mais pourquoi il dangereux. Il a été élu, pourquoi, lui? Parce qu'à cause d'une majorité. Il a été élu par une majorité. Ouais. Et effectivement, on peut peut-être donner raison ce fois-là. La majorité n'a pas toujours raison. T'as raison, Bruno. Yes, OK, on le twist de même, tiens, toi. Et pour finir... Te rappelles-tu quand Michel... Écoute, je viens de le voir. J'ai vu sur TikTok ce que tu vas mettre. Ouais. Ben, c'est parce que... Je trouve que ça fait pitié en passant. Ben oui, ça fait pitié. C'est parce que tout le monde se rappelle quand Michel Courtemanche a disparu, à un moment donné. Ouais. Il a disparu de la sphère publique, disons ça de même, là, alors que c'était un gars qui était au top. Là. Dans ce bout-là, la seule affaire qui est dommage, c'est Maxime Martin. On dirait qu'il brise le moment. Là. Ah, mais Maxime Martin, lui tout, il a eu des problèmes. Ouais, je sais, mais on dirait qu'en podcast, je ne trouve pas. Ah, je comprends. Je trouve pas excellent. Je trouvais que là, on était dans un moment pas pire. Tu sais, encore une fois, j'avais quasiment le goût de sauter dans l'écran et aller coller Michel Courtemanche. Je trouvais que ce qu'il racontait, c'est saisissant un peu. Absolument. Puis lui, c'est parce qu'il y a eu tellement... Ça a venu tellement big, Michel Courtemanche. Je ne veux pas seulement ici au Québec. Là. En francophonie, il est allé en France, puis il est allé en Belgique, puis tout ça. Puis moi, j'ai vu des reportages là-dessus. C'était complètement fou. Là. Alors que lui, c'était un comique. Là. C'était un comique qui parlait même pas, je pense. Mais il va bien. Ouais, parce que de temps en temps, je ne sais pas... De temps en temps, il vient à Québec, puis il couche chez notre ami Carole et André. Donc, Carole qui est dans le ben avec ma blonde. Et il va bien. La bonne affaire, c'est qu'on entend, c'est qu'il is back. Tu comprends? Puis il travaille, puis il fait de la production, puis il est plus en arrière maintenant. Là. Exact. Puis là, dans le fond, il a expliqué pourquoi il a disparu. Puis c'était pas une belle période. Là. Non. Ça n'avait pas de sens. J'étais sur Saint-Laurent, puis tu sais, j'arrive là, je bois shooter, champagne, vin, nanana, sors dehors, un de mes chums, il fume un joint de la poudre dedans, ça envoie ça, nanana. On va dire, hey, veux-tu une pilule? Ouais, paf, la pilule, me ramasse un after hour, paf, une autre pilule, paf, une ligne, une pilule. Tabarnak, Jim Morrison, j'étais plus là, puis tu sors de là, puis le soleil se lève, puis t'as le syndrome du vampire, là, t'es comme... Ah, non. Ah non, c'était... Ça, c'était bien... La dernière soirée, je me rappelle, j'ai dû faire... J'étais avec ma copine de l'époque, là, j'ai dû faire à peu près 9 grammes. Mais non. J'ai fait 9 grammes pendant la soirée. Écoute, j'étais couché, là, la veille de m'en aller à la clinique de désintox, là. Ouais. Je me suis couché... Tu savais que tu rentrais, là, c'est pas une affaire d'urgence. Non, j'y allais, je savais, c'était la date, là. Je vais faire le party toute la semaine, tu sais, pour dire bye-bye à mes chums de brosse, parce que c'était pas des amis. Là. Non. Et puis, ben ouais, 9 grammes à peu près. Puis là, j'étais couché dans le lit, puis il fallait pas que rien me touche, là. Tu sais, à un moment donné, tu tombes dans un realm, que tu connais pas, là. Fait que j'étais comme de même, fallait pas que ma blonde me touche, Là, on est parti le lendemain, j'étais de même. Là, on rentre dans le char, il y avait de la poudre dans ma porte. Je sors ça, un petit gros bag. Baisse la fenêtre, je te crisse ça au bout de mes bras. Je dis, c'est fini, ça, là. Je suis arrivé là avec mes grosses lunettes fumées, puis là, c'est là que j'ai rencontré Gilles, mon psychologue, intervenant, celui qui m'a sauvé la vie, finalement. Et puis, j'ai dit, j'ai mal en dedans, mais je sais pas pourquoi. Puis là, il m'a dit, on va le trouver. Ben, on peut-tu dire que c'est un survivant? Ben oui. Mais moi, j'en avais entendu un peu parler, puis, tu sais, des fois, c'est dur à croire quand ce qu'on entend là, de sa bouche. C'est vraiment saisissant. J'ai fait de quoi que je fais rarement. Je connais pas Michel Courtemanche. On a des amis en commun. Mais il m'a fait une demande sur Facebook la semaine passée, puis moi, j'ai pas de gens sur mon Facebook que je ne connais pas personnellement. Et j'ai comme eu... je viens de répondre oui à sa demande d'amis Facebook, donc... Si jamais on est capable de l'avoir, puis ça a été de venir jaser, un de ces 4, il passe par Québec, on va essayer de jaser avec lui. Mais c'est vraiment une histoire, c'est vraiment... Écoute, c'est ça, c'est un miracle qu'il soit là. 9 grammes de poudre d'une soirée. C'est vraiment... Puis bousiller une carrière incroyable. Moi, j'étais un fan, pour vrai. Là. Moi, j'étais un fan. Mais avoue que quand on le regardait aller, on savait qu'il était sa poudre. Oh, ouais. C'était une machine, là.
Parce que lui, à un moment donné, si vous vous rappelez, à la fin de tout ça, à un moment donné, il avait décidé de faire de l'impro. Oui. Il était monté sur une scène, je pense au Métropolis à Montréal. Oui, ça avait comme Puis là, un moment donné, il avait arrêté, puis il avait dit, je suis plus capable. Puis c'est ça. Sorti Ça de s'est scène. terminé. Je Oui, m'en rappelle très bien. Je me rappelle très bien. Tu veux-tu qu'on finisse ça avec juste en bas de Maxime, juste en bas de Fuck Trudeau. Ah, OK, c'est bon. Ça. OK. On l'a en réserve. On l'a en réserve. Fuck Trudeau. Ouais, merci Chantal. C'est Chantal Hébert qui finit la patente. Voilà pour notre ami hey! Oui? Tu vas avoir ta série? Pardon? Non. Un film? Je pense que c'est un faux. Non. Il me semble que c'est pas vrai, ça. Arrête! Ouais. Parce que tu as vu un poster avec Walter White. Oui. Heisenberg. Avec Mr. White. Oui. Pourquoi c'est pas une vraie affaire? Non, je pense que c'est pas une vraie affaire. Ben voyons donc, oui. Ouais, ça roule depuis une couple de mois. Ah, arrête. J'ai mal au ventre. Non. Thank you pour le lab, pareil. Le labo de Mr. White. Jeff Fillion. Tu le sais que t'as envie d'écouter. No commercials, no limits. Radio Pirate. OK, Nicolas Gagnon de contribuable.ca. On fait ça quasiment une fois ou 2 semaines. Ça fait... As-tu 3 semaines qu'on s'est pas jasé, Nick? Quasiment, hein? Je pense qu'on s'est jasé en avril, me semble. Ouais. Oui, on s'est jasé en avril. Je pense que c'est après le budget. Après le budget. Hey, par quoi tu veux commencer? On a des sujets en masse. Je sais que tu es à Calgary en ce moment. Vous avez une soirée de remise de prix à tous ceux qui nous ont, on pourrait le dire, ils ont carrément volé de l'argent. Mais avant, il y a quelques sujets d'actualité que je pense qu'on pourrait jaser, si ça te tente. On pourrait jaser de Hydro-Québec et ses bonnies. On pourrait jaser de Hydro-Québec avec son équipe qui nous envoie des vidéos de ces 4 préposés aux relations publiques / Facebook / X, etc. On voit défiler à peu près 400 000 de payroll et de fonds de pension pour du monde qui, finalement, qu'on paye via notre compte d'électricité qui ne nous rapporte absolument à rien. Rajouter à ça c'est quoi? C'est les cadres ou c'est même le staff au complet qui ont droit à des bonus même s'ils n'ont pas des années extraordinaires? C'est ça qui est assez particulier, c'est que chez Hydro-Québec, c'est environ, si on regarde les bonnies qui ont été distribués dans la dernière année, c'est à peu près 1,7% de l'ensemble des effectifs, donc essentiellement les cadres puis des professionnels non syndiqués. Donc, c'est assez particulier de se dire qu'il y a quand même pas loin de 37 millions de dollars qui se sont distribués en bonnies, puis dans le fond, en prime au courant de l'année 2023, surtout quand on considère que durant cette année-là, Hydro-Québec a une perte record de plus d'1 milliard de dollars et qu'on sait aussi que cette société d'État-là fait face à des pertes de un ralentissement au niveau de sa productivité et à une perte d'efficience depuis quand même plusieurs années. On a augmenté les effectifs comme ça se peut pas, de pas loin de 20% au cours des 4 dernières années, autant pour les employés de première ligne que pour les cadres. Mais quand on fait le calcul rapidement, là, c'est 113 millions de dollars qui a été distribué chez Hydro-Québec depuis 2022. Tout ça, malgré le fait qu'on a vraiment une perte pas juste de productivité, mais aussi une perte d'efficacité au niveau tant des services qui sont donnés que du réseau énergétique comme tel. Puis, en tout cas, on a appris ça cette semaine, puis c'est assez... On s'entend, c'est pas la première fois qu'on voit ça. On l'avait vu, par exemple, en 2022 avec la Caisse de dépôt et placement qui avait une perte de rendement de 5,6 %. On parle de quand même quelques milliards de dollars cette année-là. Et on avait quand même réussi à se distribuer pour loin de 200 millions de dollars en bonnies. Donc, c'est une tradition qui est quand même assez courante dans les sociétés d'État au Québec où est-ce que malgré les pertes de rendement, on n'a pas de problème à se distribuer des bonnies alors que c'est quelque chose qu'on n'observe pas vraiment dans le privé en général. Si vous avez une entreprise qui en dedans d'un an perd pas loin de 28% de son chiffre d'affaires, je veux dire, la dernière des choses que vous allez pouvoir faire, en tout cas, à moins que les actionnaires fassent l'aveugle là-dessus, vous n'allez pas pouvoir vraiment vous verser autant de bonnies. Mais chez Hydro-Québec, on arrive à le faire, puis l'argument qu'ils nous ont donné, qu'ils ont donné aussi aux médias, c'est essentiellement qu'on n'a pas le choix de donner des bonnies parce qu'on est en compétition avec le privé. Mais là, sur le coup, on s'entend que ça fait aucun sens, c'est un monopole. Mais ils disent, on est en compétition avec le privé pour ce qui est du recrutement des effectifs. C'est-à-dire qu'on veut constamment aller recruter des gens d'une certaine pointure avec un
un certain nombre de diplômes et de background que le privé irait chercher avec des salaires plus avantageux, on s'entend. Et eux, ben, c'est l'excuse qu'ils fournissent pour dire, ben, c'est pour ça que on verse quand même des bonus aussi élevés. Mais tout ça nous vient de nous dire quand même une chose assez importante, c'est que malgré le fait qu'on donne encore plus de cash aux effectifs, comme au cadre, il n'en reste qu'au final, Hydro-Québec, ça va pas bien. D'un, on a augmenté les tarifs récemment, je veux dire, autant pour les particuliers, c'était juste 3 %, mais ça pourrait augmenter plus rapidement les prochaines années si la Régie de l'énergie revient dans l'équation. Mais en plus, les PME qui ont vu leur facture augmenter là, d'au-dessus de pas loin de 5 % cette année, même plus. Et ça fait en sorte que, je veux dire, juste les PME au Québec qui en arrachent, comme on le sait, ils ont une facture supplémentaire de 250 millions de dollars qui se partagent à la gang. Et ça, c'est sans oublier le fait qu'en ce moment, on a un record en termes de personnes qui sont pas connectées, c'est-à-dire qui attendent d'être branchées. 500 foyers au Québec attendent encore d'être branchés en 2024. Je veux dire, si on était dans les années 70, ça fait peut-être du sens, mais là, en 2024, ça fait de moins en moins de sens. Puis tu dis que malgré le fait qu'il y a une baisse de la qualité du service à la clientèle, malgré le fait qu'on augmente les effectifs, qu'on augmente les tarifs, ben, ça va pas bien pantoute chez Hydro-Québec, mais on arrive à quand même se donner des bonis records, parce que c'est les plus gros bonis qui ont été distribués au courant au moins des 10 dernières années, si on regarde les chiffres de long en large. Fait que c'est assez frustrant. Puis finalement, comme tu l'as dit au départ, qu'on remarque que finalement, la qualité est à la baisse, mais d'un autre côté, tu as quand même ils réussissent à se payer un département des réseaux sociaux, à s'ouvrir un channel sur TikTok, comment dire, à tweeter à droite puis à gauche sur X. Tu te demandes, coudonc, qu'est-ce qu'ils font avec comment ils font pour arriver à cette conclusion de dire, ben, on mérite de distribuer des bonis. Donc, c'est vraiment, en tout cas, c'est accablant en tant qu'à moi, surtout quand on sait qu'ils ont un objectif de réduction des dépenses, puis clairement qu'ils suivent pas ça à la lettre. Là. Bon, depuis que tu es avec contribuable.ca, auparavant, tu étais impliqué dans une autre organisation, mais il y avait beaucoup de points en commun entre les deux. Tu es toujours jeune, mais là, tu commences à avoir de l'expérience pareil. Et là, avec les deux mains là-dedans, là, toujours fouiller où ce qu'on se fait fourrer par différentes organisations fédérales pour provinciales. D'Inville aussi, on va parler tantôt de Marchand puis de Valérie Plante, de toutes les maires communistes du Québec qui risquent de taxer beaucoup de Québécois dans les prochaines semaines. Moi, ce qui m'énerve de ça, puis tu dois t'en rendre compte, c'est que là, on est toujours dans le constat. Moi, je fais ça depuis 25-30 ans. On est toujours dans le constat de dénoncer. On est toujours en sacrement. On a toujours de la misère à croire ce qu'on est en train de raconter au monde. On a toujours de la misère à être capable d'analyser convenablement ce qu'on a devant nous autres comme chiffre. C'est quasiment irréaliste. Mais il n'y a rien qui change. C'était comme ça il y a 15 ans. On dirait même que plus on le soulève, plus on les brasse, plus on veut avoir des gens qui sont responsables, puis on veut avoir des réponses à nos questions, puis on veut qu'il y ait des conséquences. Plus on le fait, et plus c'est l'inverse qui se produit. Plus ils se versent d'argent, plus ils dépensent des cents, plus ils nous font les poches, plus ils nous taxent. On commence à manquer de motivation. Ils vont finir par nous avoir avec le temps. Là. Ils vont finir par nous faire péter, là. Absolument. Ben, c'est ça le pire, c'est qu'en plus, on connaît très bien la situation d'Hydro-Québec. On sait que d'ici 2027-2028, on va pas manquer d'électricité, mais les surplus d'Hydro-Québec vont pas mal disparaître. On a une forte résistance en plus au niveau politique par rapport à l'idée est-ce que le privé puisse rentrer dans l'équation pour la distribution d'énergie. Puis, comme tu l'as mentionné, je veux dire, on a de la difficulté à se dire, coudonc, comment ça se fait qu'on continue à aller dans cette direction-là, puis il n'y a pas vraiment grand-chose qui change. Puis c'est assez surprenant parce que il y a un ministre qui a dit quelque chose il y a 1 mois, 2 mois, qui n'est pas très populaire au Québec. On le connaît, là, c'est M. Fitzgibbon, qui a dit carrément qu'Hydro-Québec avait de la marge pour faire des coupures. Puis c'est drôle parce qu'il n'y a pas même de monde qui pense que ça serait une bonne idée, mais la réalité, c'est quand on regarde comment Hydro-Québec gère ses effectifs, puis gère ses finances, puis aussi gère les tarifs qui sont filés aux contribuables, ben clairement qu'il y aurait de la marge de manœuvre pour faire du ménage, surtout avec les annonces comme on voit, où est-ce que les bonis coulent à flot alors qu'on a une perte de rendement record. Mais il y a un élément que je trouve intéressant parce que je trouve que les politiciens, ils n'écoutent pas assez, je veux dire, les chiens de garde. Bon, nous, on fait partie des différents chiens de garde, comme la Fédération canadienne des contribuables, on joue ce rôle-là, mais on est quand même à l'extérieur de la machine. Mais tu as quand même certains rôles comme celui du vérificateur général, qui en 2022 a publié un rapport assez intéressant. Puis je veux dire, les conclusions, c'était béton, là. On dit carrément la fiabilité du réseau
affiche une baisse marquée. On dit qu'Hydro-Québec n'est pas outillé pour faire face au vieillissement de ses actifs. Puis en plus, il y a une part importante de la maintenance préventive, celle qui fait en sorte qu'on aurait moins de pannes, qui dure en moyenne jusqu'à 17 heures en ce moment, ce qui est complètement dégueulasse. Jamais vu. Ben, tous ces éléments-là sont considérés depuis quand même plusieurs années, puis il n'y a rien qui a été fait. Je veux dire, le rapport qui a été sorti en 2022, c'est quasiment un copier-coller des rapports qui ont été faits au courant des 10-20 dernières années, et la classe politique, encore une fois, ne fait rien pour peut-être donner un signal clair à Hydro-Québec pour qu'elle s'assure de remplir sa mission première. Bon, ils ont placé un gars comme Michael Sabia, ce qui est quand même une pointure connue du milieu en termes de gestion, puis surtout dans gestion étatique, on peut dire ça de même. C'est quelqu'un qu'on s'attend à ce qu'il fasse du ménage, mais en même temps, on n'a pas encore de plan à ce niveau-là. Fait que c'est dire à quel point on fait du surplace pendant que la classe politique refuse d'écouter les différents intervenants, autant les organisations à l'extérieur de l'appareil étatique qu'à l'intérieur qui sonnent des signaux d'alarme, et de voir que même s'il y a des bonnies qui sont distribués, ben, le gouvernement fait rien pour peut-être donner une tape ses doigts à Hydro-Québec pour leur dire, écoutez, là, il est temps de faire des coupures, il est temps que vous serrez la ceinture, puis il est temps que vous donnez des services. Regardez, les Québécois, il y a une chose qu'ils veulent, c'est avoir de l'électricité à bas prix, c'est avoir un réseau énergétique qui a de l'allure, puis c'est aussi de s'assurer à ce que il y a une certaine prévisibilité à long terme. Et là, c'est pas du tout ça qu'on a avec Hydro-Québec. Puis, parti comme c'est, je veux dire, il n'y aura pas de changement tant aussi longtemps que, je veux dire, le ministre de l'Énergie ne va pas se pencher sur le dossier, puis c'est là-dessus qu'on est pas mal stocké en ce moment. Et malheureusement, cette tradition-là, elle règne autant à Hydro-Québec qu'à la Caisse de dépôt et placement du Québec, que Investissement Québec, que la SAQ et compagnie. Donc, c'est vraiment, c'est culturel, c'est quelque chose qu'il faut continuer à combattre. Puis la meilleure manière de le faire, c'est de le dénoncer directement. Il y a eu un sondage cette semaine qui a été fait par une organisation je pense qu'on compte le gaz. C'est Sortons le gaz ou je ne sais pas trop quoi. Là. Donc, c'est comme si l'Association des bœufs du Québec disait que fait un sondage pour demander aux Québécois si ils veulent boycotter les steakhouses. Donc, ces gens-là sont anti-gaz et demandent aux gens, est-ce que vous êtes anti-gaz? Alors que, on l'a vu cette semaine, il y a une décision qui a été donnée là, sur quelque chose qui fonctionnait au gaz, qui là, va fonctionner à l'électricité dans la région de Montréal. Ça va tirer 10 kilowatts de plus, plus que ça, 10 mégawatts de plus, alors que c'était déjà, on n'a pas de surplus énorme. Donc là, tu te dis, mais oui, vous me répétez depuis un an qu'il va falloir baisser le chauffage, il va falloir prendre nos douches la nuit, partir le lave-vaisselle la nuit. Puis là, vous prenez des décisions de même, puis en même temps, vous dites, toutes les nouvelles bâtisses, il n'y aura plus de gaz. On veut arrêter les poêles au gaz. On veut arrêter ci. Puis là, on demande aux Québécois, donc, c'est sûr, les Québécois, ils n'ont pas de poêle au gaz. Donc, c'est sûr qu'ils vont dire oui, là, mais est-ce que vous voulez que le gaz, il y en ait moins? Les gens disent oui. Puis là, ils sont contents. Yes, notre sondage nous dit que les Québécois veulent moins de gaz naturel. Donc, ils veulent plus d'électricité. La raison à ça, c'est parce que les gens, ils n'en ont pas de gaz naturel. S'il y en avait du gaz, ils diraient non. Ils diraient, non, on veut garder notre gaz. Donc, en étant presque tous branchés sur le courant, c'est sûr que le sondage est déjà biaisé un peu en partant. Mais l'histoire là-dedans, c'est que c'est une erreur monumentale de voir ça. C'est une erreur monumentale dans un climat qui est imprévisible, dans un réseau d'Hydro-Québec qui est de plus en plus à risque, des pannes de plus en plus longues, tu en as parlé tantôt. Donc, un réseau où beaucoup de fils sont pognés dans l'histoire de branches qui n'ont pas été coupées, etc. Donc, ça ne prend pas une grosse tempête pour provoquer des pannes. On serait, si on était des gens brillants, on ferait l'inverse de ce qu'on fait actuellement. C'est-à-dire qu'on dirait aux gens, premièrement, dotez-vous d'un foyer au bois, de préférence un foyer à combustion lente pour vraiment chauffer la maison comme backup. Puis en même temps, essayez de varier, si vous avez la possibilité dans votre quartier, de prendre le gaz naturel ou si encore vous êtes capable de prendre des grosses tanks de propane et de mélanger les sources d'énergie dans votre maison comme ça, s'il y en a un qui lâche, si le gaz lâche parce qu'il y a un conflit puis l'Ouest n'est pas capable de nous l'envoyer, je ne sais pas. Les Indiens bloquent le pipeline puis il y a des affaires de même. Donc, vous avez l'électricité pour compenser. À l'inverse, s'il y a des grosses pannes d'électricité, vous avez du gaz ou du propane pour subvenir à vos besoins, pour garder votre famille en sécurité. Tu sais, je veux dire, on n'a pas besoin d'être survivaliste pour voir de même. Là. Il faut juste être un peu brillant et un peu logique. Mais tout le monde, les organismes subventionnés, les politicos, les journalistes, donc les médias, tout le monde s'en va vers non, pas de diversité, on s'en va vers un joueur qui est très, très douteux. Moi, ce bout-là me fait peur. Oui, des crosseurs,
oui, les bonus, mais ce bout-là me fait énormément peur. Ben, et honnêtement, on a toutes les raisons d'avoir un petit peu peur parce que le fameux virage tout à l'électrique, finalement, c'est le tout à Hydro-Québec. Et quand on regarde la gestion de ses infrastructures, la gestion de son réseau énergétique, la gestion de ses effectifs, la gestion de ses avoirs, tu te dis, tu veux-tu vraiment dépendre à 100% d'une seule institution? Parce que, tu sais, on entend souvent le fameux discours, tant au PQ qu'à Québec solidaire, que même chez il n'y a pas si longtemps, même le chef du bureau de M. Legault, là, je pense que c'est Martin Koskinen, qui a carrément dit il faut qu'on mette fin au joug des pétrolières. Mais d'autre côté, l'avantage d'avoir du pétrole et du gaz et des alternatives à l'énergie, c'est d'avoir le choix. C'est ce qui permet d'avoir quand même, des solutions de rechange si jamais il arrive une crise, mais au moins, ça permet aussi aux gens de pouvoir décider un peu comment est-ce qu'ils vont chauffer leur maison. Puis, et ça donne une sécurité au-delà de ça. Oui, mais Nick, au-delà de ça, la sécurité aussi. Oui, le choix, on peut choisir, mais quelqu'un me dit, moi, j'ai tous les choix devant moi, puis j'ai choisi juste un, puis c'est un choix personnel. M'a dit, regarde, t'as pas compris, là. C'est le choix. C'est surprenant de voir que le conseiller, si tu me dis ça, là, le conseiller numéro 1 de François Legault s'en va dire des conneries de même. Sérieux, là. Ça manque de jugement, ça manque de c'est complètement idiot, là. Je veux dire, c'est à l'inverse de tout ce que les gens ailleurs souhaitent avoir. On a cette possibilité-là, nous, d'avoir une diversification des sources d'énergie, tabarnache. Exactement. Puis malgré tout, on maintient la pédale sur l'accélérateur pour s'assurer d'une transition vers les voitures électriques. On dit qu'en 2030, 80% des voitures au Québec qui vont être vendues au Québec vont être électriques. 2035, il n'y a plus une seule voiture à essence qui va pouvoir être vendue, ou du moins les voitures neuves à essence qui pourront être vendues à partir de 2035. Je veux dire, entendons-nous sur une chose, ça va jouer beaucoup sur le réseau énergétique. Déjà, comme je dis, on s'attend à ce qu'on voit les surplus d'Hydro-Québec disparaître d'ici la fin de la décennie. Si en plus, d'ici la fin de la décennie, on augmente drastiquement la demande énergétique, ne serait-ce qu'avec les nouveaux véhicules qui vont s'ajouter, on s'en va clairement pas dans la bonne direction. Puis effectivement, Martin Koskinen a fait un commentaire similaire. Je pourrais te retrouver ça sur X assez facilement. Puis parce que essentiellement, on laisse entendre que le virage 100% électrique, ça va nous permettre de nous défaire des pétrolières, mais ça va nous mettre 100% sous le joug d'Hydro-Québec, faut le dire. Exact. Et parti comme c'est actuellement, je dis, c'est la dernière des choses qu'on voudrait en tant que contribuable ou en tant que Québécois, là. La taxe qu'on entend parler un peu partout, on parle de taxes pour sauver les autobus. Regarde, je suis plus capable d'entendre cette histoire-là, mais Montréal pense une taxe supplémentaire jusqu'à 200$ par véhicule. Québec a joué aux hypocrites pour donner un go à la SAAC de préparer tout ça. Donc, ils sont allés avec le montant minimum en nous annonçant que probablement il y allait y avoir un autre montant. Gatineau, il y a déjà quelque chose qui est arrivé. Je pense que Trois-Rivières en a une également entre 60 et 90$ la deuxième année, donc pour Trois-Rivières. Donc, puis on le sait, là, entre toi et moi, là, on sait que même si ils nous vident encore plus les poches avec des taxes, mettons, de 100$, 150$, 200$ du véhicule, on sait bien que dans 5 ans, on aura la même histoire. Oh, il manque 450 millions à la STM. Il manque 250 millions pour le réseau de transport de ci. La caisse de dépôt ne fait pas l'argent prévu avec le REM. Le RTC lui manque 47 millions pour boucler son budget. Ça va être la même affaire. C'est sûr que ça va être la même affaire. On s'entend que d'une manière ou d'une autre, le problème au Québec, à tous les niveaux, ça n'a jamais été une question de revenus, c'est une question de dépenses. Ça s'applique également pour le réseau de transport de la capitale. Là, on nous annonce une taxe provisoire de 10$, là, donc une augmentation d'environ 33%, si je ne me trompe pas, par rapport à la taxe en vigueur actuellement. Mais on nous dit que le 15 septembre prochain, on va nous revenir avec une taxe fort possiblement plus élevée. Donc, ça donne déjà comme une idée de dans quelle direction on s'en va. Là, présentement, on sait que tous les réseaux de transport en commun au Québec sont à peu près tous déficitaires, sans aucune exception. Mais au lieu de s'intéresser à pourquoi c'est déficitaire, on va juste essayer encore une fois de piger dans les poches des automobilistes. Donc, on va déshabiller Robert pour habiller Paul, là. Essentiellement, c'est ce qu'on fait. Et tout ça parce qu'on refuse de faire ce qui serait ce qui est vraiment le gros bon sens tant qu'à moi, c'est de dire, regarde, on n'arrête pas de parler du modèle utilisateur-payeur. Ça s'applique également au transport en commun. C'est aux utilisateurs du transport en commun de payer pour malheureusement, oui, ces déficits-là. Et c'est aux villes de mieux les gérer. Puis dans le cas du RTC, je suis content de voir que certaines municipalités alentours comme Lévis, puis je pense que c'est Saint-Augustin, Desmaures et autres qui ont décidé de pas emboîter le pas. Oui, Saint-Augustin, également Ancienne-Lorette et Lévis ont dit non.
ce qui est une bonne nouvelle, mais en même temps, Bruno Marchand leur met un peu comme comment dire, une forme d'épée de Damoclès à la tête en disant, ben, tu veux pas augmenter la taxe fine, mais tu vas devoir trouver un autre moyen d'augmenter d'augmenter les revenus en ce sens. Mais de l'autre côté, je veux dire, on va pas se faire croire que ce 10$ va faire disparaître le budget. Là. De la même manière que l'augmentation sur la taxe sur le gain de capital ou l'impôt sur le gain de capital au fédéral ou au provincial, ça va pas emmener l'équilibre budgétaire. Ça va juste permettre au gouvernement de dépenser davantage, ou dans ce cas-ci, au RTC de dépenser davantage. Puis j'ai checké ça récemment. On nous annonçait au RTC qu'ils vont construire pas loin de 1200, 1500 nouvelles stations de bicyclettes. Dans le fond, des endroits où est-ce que les gens vont pouvoir carrément là, aller prendre un vélo puis se promener d'un bout à l'autre. Donc, entendons-nous ça va coûter des dizaines de millions de dollars, si pas plus. Donc, on nous dit que d'une part, on va taxer les automobilistes pour essayer de compenser le déficit qu'on est pas capable de régler, mais on s'attend plutôt à dépenser davantage pour des infrastructures que, on va se dire franchement, ça n'a pas été vraiment demandé. Là. Je veux dire, il me semble ne pas avoir vu un mouvement fort à Québec ou dans la région qui dit, nous, on veut que la RTC nous fournisse ou que la Ville de Québec nous fournisse sur des infrastructures dignes de Montréal en ce qui a trait je veux dire, à la circulation en bicyclette. Là, c'est essentiellement ça. Donc, ce qui est accablant, encore une fois, c'est de dire on va augmenter une taxe, on va en créer une nouvelle, en faisant croire que c'est par souci d'équité, mais finalement, ça va être juste pour dépenser davantage, pour encore d'autres projets que les gens n'ont pas demandé. Les gens demandent le strict minimum. Puis je veux dire, je suis pas contre le transport en commun, je pense que puis ni contre les pistes cyclables. Je pense qu'il y a, comme n'importe quel, comme on parlait d'énergie, ben c'est bon pour le transport également d'avoir des alternatives, d'avoir différents choix pour les gens. Mais quand tu es rendu à taxer et taxer davantage, puis à préparer d'autres projets de dépenses qui ont rien à voir avec la mission première de ton réseau de transport comme tel, ben je veux dire, comme dans l'état actuel des choses, c'est là que les gens ont tous les droits d'être pessimistes. C'est toi. OK, première partie de Nick Gagnon, Nicolas qui est avec nous autres à partir de Calgary. Il y a une deuxième partie de Nick. On va continuer de brasser la cage un peu et on va s'amuser à la fin sur Radio Pirate Live. Pirater, c'est légal. Radiopirate.com. Radio Pirate. 100% 100% Pirate. Jeff Fillion. JeffFillion.com. OK, partie numéro 2 avec notre chum Nicolas Gagnon qui est en direct de Calgary cette semaine avec contribuable.ca. Du fun qui s'en vient, du fun. On n'est pas toujours fâché, là. Qu'est-ce que tu trouves, là, l'argument là, qui revient là, de la gauche? Ils ont... En passant, moi, je suis toujours intrigué par le nombre de filles qui sont dans ces mouvements-là. Je parle de ça avec mes propres filles. Mes propres filles, ils ne comprennent pas. Les filles, expliquez-moi ça. Là. Comment ça se fait? Ils ont leur explication, mais je ne peux pas les dire vraiment parce que non, ils sont assez hardcore. mais j'aime poser la question à mes filles. Comment ça se fait que la majorité des filles qu'on lit sur le climat, sur le gaz, sur le transport en commun, beaucoup, beaucoup de filles. Mais il y a aussi des gars là, dans quelques organisations. Puis l'argument qui revient tout le temps, c'est ce qui coûte le plus cher à la société, c'est la voiture, l'investissement. Ils ne sont pas capables de mettre... Puis je sais que c'est un genre de liner qui essaie de répéter pour que ça devienne une vérité, mais eux-mêmes doivent bien se douter que ça n'a aucun sens parce que les autobus, les pistes cyclables sont faits sur ce réseau-là qui a été fait pour l'auto, mais qui est utilisé par les piétons via les trottoirs qui sont à côté, qui ont compris dans l'investissement. Même chose pour la place qu'on a faite au vélo. Même chose même à des places où on a carrément fait des voies pour le transport en commun. Et là, on rajoute à ça le transport des marchandises, le transport donc le transport en commun en général, transport des marchandises. Ensuite, à ça, rajoute toute la sécurité publique, donc les pompiers, les polices, les ambulances, etc., etc. Ensuite, le fait que on a besoin que l'infirmière parte de chez eux pour aller à l'hôpital travailler et donner des soins. Si la place est bourrée d'arbres puis qu'il n'y a pas de route, je veux dire, cette femme-là, elle vit dans le bois, là, elle ne peut pas se rendre. Là. Donc, c'est des commentaires de cabochons, sérieux. C'est carrément des cabochons, là. J'ai bien d'accord avec toi, au moins sur ce point-là. Effectivement, c'est 100% cabochon. Puis au final, n'en reste que, je veux dire, c'est une guerre à l'auto.
on appelle ça comme... Les gens peuvent appeler ça comme ils veulent. À la fin de la journée, au milieu municipal, au niveau provincial, au niveau fédéral, je veux dire, c'est vraiment un tir croisé carrément, là, je veux dire, à 100% orienté vers les automobilistes. Si on peut pas les taxer directement sur les immatriculations, on va le faire sur le carbone, on va le faire sur la taxe provinciale sur l'essence, où est-ce qu'on sait qu'il y a différents groupes comme la chaire de recherche dans la fiscalité de l'Université de Sherbrooke là, qui parle d'augmenter la taxe provinciale sur l'essence. Donc, c'est vrai. On voit l'automobiliste au Québec comme étant un citron qu'on peut presser autant qu'on peut, et on n'arrête pas de se faire croire que l'automobiliste, c'est comme s'il était le responsable de tous les maux. Pourquoi? Parce que au ministère de l'Environnement puis au ministère du Transport, on a dégagé des chiffres qui démontraient que en termes d'émissions de GES, à peu près 70% des GES qui sont émis au Québec sont issus du transport. Donc, on fait 2 plus 2. Le transport, c'est la voiture, surtout la voiture solo. Hein, ils nous disent, c'est souvent le discours qui nous ramène. Si vous osez être seul dans votre voiture, vous vous rendre du point A au point B, vous êtes déjà considéré comme problématique par plusieurs de ces organisations-là. Et au final, ouais, on oublie la réalité en dehors des milieux urbains. Et ça, c'est peut-être le plus désagréable pour les gens qui habitent effectivement pas Montréal ni Québec, comme moi puis vous autres, en fait. Puis on s'entend, on parle des centres des villes comme telles, parce qu'à partir du moment que vous sortez des centres urbains, vous vous retrouvez dans des situations où est-ce que les déplacements entre régions sont pas aussi simples. Je veux dire, j'ai grandi dans les Laurentides. T'as pas de vie sociale si t'as pas de voiture. Je sais, c'est aussi simple que ça. Puis bonne chance pour avoir un job. L'autobus passe aux heures. Et ça, c'était vrai il y a 20 ans, puis c'est encore vrai aujourd'hui. Fait que les gens, je veux dire, qu'on rajoute un peu plus d'investissement, qu'il y ait des projets qui sont un peu plus structurants pour qu'il y ait du transport interrégional et autres. Je suis pas contre ça. Mais qu'on aille faire des économies ailleurs, qu'on arrête de gaspiller de l'argent à droite et à gauche, comme on l'a vu avec la RTC, d'entre autres, là, il y a pas longtemps. Ils se payaient la traite à coût de 33 000 $ en repas auprès là, d'une... Je pense, je me souviens pas exactement, là, c'était pour quel événement. Je pense que c'était pour une célébration là, avec... puis ils ont commandé, dans le fond, pour 33 200 $ là, de nourriture, tu sais, pour célébrer le tout. Puis tu te dis, écoute, esprit, là, c'est pas en passant, c'est pas la seule chose. Là, c'est juste comme la pointe de l'iceberg dans ce cas-ci. Mais tu te dis, crime, arrêtez de presser l'automobiliste comme un citron. Faites des économies d'échelle, réduisez le gaspillage, puis faites des projets en transport que les gens veulent vraiment voir, pas des tramways que les gens se sont complètement opposés ou des pistes cyclables comme on le voit à Montréal. Puis oui, essayez plutôt de faire en sorte que c'est plus facile de se déplacer du point A au point B. En faisant en ajoutant des ponts, comme le troisième lien de Québec, peut-être que ça permettrait peut-être de réduire un petit peu les GES plutôt que de faire passer les gens par le pont La Violette à Trois-Rivières, comme le veut un certain parti politique. Là, comme on sait, le Parti québécois, ils disent on est contre le troisième lien parce que dans le pire des cas, les gens vont pouvoir passer par le pont La Violette. Fait que ça donne une idée de la mentalité qu'on a présentement au Québec. Cette guerre à l'auto-là va peut-être même nous coûter plus cher qu'autre chose, effectivement. Ben oui, des cabochons. Hey, Nick, je sais que tu n'as pas toute la journée, mais puis que tu as beaucoup de prix. Parce que c'est quoi le gala? Le gala, en fait, c'est le prix Teddy, c'est ça? Exact. Ben, tu sais, là, je suis à Calgary en ce moment parce qu'on fait 2 choses. On a, là, c'est notre retraite annuelle, c'est là qu'on se rencontre tous à la Fédération pour préparer les travaux de la prochaine année. D'un autre côté, on a aussi notre fameux gala des prix Teddy. C'était la 26e édition. Ça fait depuis 98 qu'on fait ce gala-là. C'est la 2e fois devant le public. Essentiellement, tu sais, dans la vie, qu'on voit des politiciens gaspiller notre argent, il y a 2 manières de réagir, ou 3 manières. Soit on pleure, soit on est en crise, soit on rit. Puis on a appris que la meilleure manière d'humilier les politiciens puis de les forcer peut-être à changer leur façon de faire, et puis surtout d'avoir un impact sur leur culture, c'est justement de se moquer de leurs dépenses. Puis nous, ça remonte à une vieille tradition. Il y a un fonctionnaire fédéral des années 90 qui s'appelle Ted Wetherhill, qui avait dépensé pour 700 $ dans un repas à 2 à Paris. Et honnêtement, ça avait fait un certain scandale. Il a perdu sa job et tout ça. Mais c'est grâce à une demande d'accès à l'information à l'époque qu'il l'avait exposé. Puis depuis ce temps-là, on a décidé de faire, à chaque année, on va refaire cet exercice-là. On a un souvenir pour Teddy. Exact. Un souvenir pour le fameux Teddy. Exactement. Donc, c'est pour ça qu'on appelle ça des prix Teddy. Puis, dans le fond, on a la catégorie fédérale, provinciale, municipale. Et puis, on remet un prix à vie pour célébrer vraiment le pire gaspillage qu'on a pu trouver dans la dernière année. Dans le fond, là, j'irai pas dans toutes les nominations parce que, écoutez, on a quand même 14 pages de documents Word. Là. Exact. Ce qu'on va faire, c'est que tu vas me donne-moi le plus gros, puis donne-moi le plus bizarre de ce que vous allez donner à peu près. Là. Parce qu'il y en a des gros, c'est clair, je vois déjà des montants devant moi. Le plus gros, puis le plus weird de la gang.
Ben, le plus gros de la gang, si on y va de même rapidement, là, j'essaie juste de me rappeler, j'ai tous les chiffres qu'on avait, entre autres, là. Boy, le plus gros, c'est une bonne question. Je commençais par celui qu'on a décerné à Madame Catherine Tate, pardon, qui est la PDG de CBC Radio-Canada pour 15 millions de dollars. Puis ça, c'est pas nécessairement parce que c'est elle qui a mis ça dans ses poches, mais c'est le montant en boni qui a été distribué à Radio-Canada en 2023, alors qu'on sait qu'ils avaient annoncé à la fin de l'année des licenciements assez importants, là, par centaines. Et à ce moment-là, Mme Catherine Tate avait été interviewée par littéralement une présentatrice de Radio-Canada qui avait demandé « Est-ce que vous allez vous distribuer des bonis cette année? » Parce que la Fédération canadienne des contribuables nous ont démontré qu'au cours des dernières années, vous êtes quand même distribué pas loin de 114 millions de dollars en boni. Donc, allez-vous le refaire, considérant les mises à pied qui ont été annoncées? Sur le coup, elle avait refusé de répondre. Puis finalement, en comité parlementaire, elle a fini par cracher le morceau. Puis c'est 15 millions de dollars que les cadres et les employés de Radio-Can sont distribués l'année dernière. Donc, elle a rapporté la Palme d'Or pour, je pourrais dire, le prix Teddy fédéral, essentiellement. Est-ce que moi, je peux choisir est-ce que je peux choisir le mien, mon plus gros, puis le plus drôle? Ben, je vais le mettre dans les deux catégories. Le plus gros et le plus weird et le plus drôle. Bon, ça nous touche pas, mais ça nous touche d'une certaine manière, parce que souvent, ces budgets-là, il y a une part du fédéral, souvent, même des fois, c'est le provincial qui dit « Ah, c'est moi qui paye une partie », mais là, quand tu regardes, ça vient d'une enveloppe fédérale aussi. Donc, j'imagine qu'on a un peu nous autres là-dedans. La ville d'Edmonton, qui engloutit 60 millions de dollars d'argent des contribuables pour une flotte de bus électriques qui ne fonctionne pas en hiver, OK? Tout le monde est très surpris de ça. Là. Ouais, ça ne marche pas en hiver. Comment ça? Ben oui, il fait trop fret. Et là, le maire a trouvé une solution pour arranger le problème. Il a déboursé 200 000 $ pour acheter des couvertures pour réchauffer les autobus. Non, arrête. Et ça n'a pas fonctionné non plus. Puis la troisième affaire, c'est que les équipes de maintenance ne peuvent plus arranger les bus en question quand ils brisent parce que l'entreprise qui les a construits a fait faillite depuis ce temps-là. Non, excuse-moi, là, c'est un calvaire. C'est un calvaire incroyable. Ça vous donne un avant-goût de ce qui s'en vient avec Lyon électrique dans d'ici quelques mois. C'est malheureusement, oui, là, je ne veux pas être un oiseau de mauvaise augure, là, mais on s'entend que c'est une situation quasiment identique. Encore une fois, c'est un producteur d'autobus électriques et de camions électriques qui était basé à Edmonton, effectivement, qui a fait faillite. Puis oui, ces couvertures-là, bon, c'est drôle parce que on s'entend qu'Edmonton fait pas loin de moins 40 des fois en hiver, puis ils se sont dit que c'était une bonne idée d'y aller avec des voitures, des autobus électriques qui fonctionnent pas. Et oui, c'est une des pires dépenses. Malheureusement, c'est pas elle qui l'a remporté dans la catégorie provinciale. En fait, si je m'abuse, là, au niveau provincial, je vais juste revenir sur mon communiqué de presse parce que j'aurais voulu que ce soit Éric Girard puis les fameux 7 millions de dollars qui étaient distribués aux Kings de Los Angeles pour lesquels il était nominé, qu'il remporte. Puis finalement, au niveau provincial, ça a été, dans le fond, la Alberta Foundation for the Arts, parce que, je veux dire, c'est une petite dépense, c'est 25 000 $, mais c'est, tu sais, vous avez déjà vu ça, des artistes un peu sautés, là, qui font des présentations un peu, là, je sais pas comment on appelle ça, c'est post quelque chose, là, dans le fond, tu sais, des genres de présentations où est-ce que ça danse à terre, puis ça fait des gribouillages, puis ça s'appelle ça de l'art, mais c'est essentiellement ça. Puis tu sais, en Alberta, un peu ce que le président de l'Ukraine faisait là, avant qu'il soit le boss de l'Ukraine. Il se met en collant, puis il danse. Ouais, il se met en collant, il sort la quéquette sur le piano, des affaires un peu bizarres. Là. Puis ça, c'est considéré comme une prestation artistique, donc automatiquement, il n'y a aucun problème, on va accepter ça. On va même subventionner ça. Puis c'est drôle parce que l'Alberta, c'est un peu plus rigide quand c'est le temps de parler de gestion des finances publiques, mais on a réussi à garocher 25 000 $ là-dedans, mais je vous dirais que la vidéo, c'était absolument atroce. Là, on l'a mis durant la présentation, durant le gala qu'on faisait devant le public, puis je veux dire, on a ri pas mal, mais c'est aussi de se dire que ce genre de situation-là, là, ça a été payé par la Alberta Foundation for the Arts, ben ça, on le voit ça à grande échelle. Je veux dire, si on en rit au provincial, au niveau de l'Alberta, dites-vous une chose, on fait pire au Québec. On en subventionne des artistes qui font des niaiseries de même également. Mais ça fait partie des choses qu'on a trouvées au final. Puis, tu sais, si on va au niveau municipal, c'est une affaire qui a fait très bien du monde parce que c'est la ville de Regina qui a gagné en Saskatchewan. Puis eux, c'est parce que, dans le fond, ils voulaient faire un genre de rebranding. Ils ont un comité touristique qui s'appelle Tourism Regina. Puis ils ont décidé de changer ça pour Experience Regina. Et ils ont décidé de faire un concours
concours à savoir, fournissez-nous des slogans et tout, puis ça a coûté 33 000 $. Mais tu sais, je veux dire, le slogan avec lequel ils sont arrivés, c'est « Regina, the city that rhymes with fun ». Puis mettons, « Experience Regina » et tout ça, puis je peux vous dire que les jeux de mots qui ont suivi par la suite étaient assez croustillants, là. Je veux dire, vous pouvez déjà vous imaginer avec quoi Regina means a lot of fun. Ah non, c'est incroyable. Mais le pire là-dedans, c'est que c'est je veux dire, autant que c'était drôle, autant qu'ils ont dû back down parce que ça faisait aucun sens, parce que le monde faisait juste se moquer de ça, autant que c'est un des rares programmes gouvernementaux qui a actuellement fait de l'argent, parce que les gens ont tellement trouvé ça drôle qu'ils sont mis à acheter les fameux chandails Experience Regina, qui avaient les mots écrits dessus, The City That Rhymes With Fun, donc ça a fait rire pas mal. Puis je dirais, tu sais, pour conclure un peu, parce qu'on a remis aussi le prix, le prix du gaspillage d'une vie, parce que l'année dernière, on l'a remis à Revenu Canada pour sa très mauvaise gestion de la PCU durant la pandémie, parce qu'on se souvient qu'il y a des gens, il y a des morts qui ont reçu de l'argent, il y a un cheval qui a reçu de l'argent, t'as des prisonniers, puis t'as des criminels à l'autre bout de la planète qui ont reçu de l'argent de la PCU. Mais cette année, on a remis ça au Fonds culturel d'émission. Puis là, il y a personne, tu sais, quand on a présenté ça au gala, tu sais, d'habitude, le monde s'attend à un gros nom, puis genre Justin Trudeau et autres. Puis là, personne ne savait de quoi on parlait. Là, on a rappelé aux gens. Vous vous rappelez quand Trudeau a fait son voyage en Inde, il avait emmené avec lui un cuisinier indien. Tout le monde sait que quand tu vas en Inde, c'est tellement difficile de trouver de la bouffe indienne qu'il faut que tu amènes un cuisinier indien avec toi. Oui, faut que tu amènes ton propre. Il est-tu cave? Non. Mais c'est ça. Mais là-bas, c'est qu'on se demandait d'où venait de cet argent-là, qui a payé pour ce cuisinier-là. Puis ça venait d'un fonds qui était géré par le ministère des Affaires étrangères, Global Affairs Canada. Et ce fonds-là, essentiellement, ça sert à aider à faire la promotion des intérêts canadiens aux quatre coins de la planète, surtout sur un point de vue culturel et de patrimoine. Et là, on a réalisé, OK, toutes les niaiseries qui ont pu être dépensées là-dedans, ça fait aucun sens. On avait des affaires comme payer pas loin de 10 000 $ pour une présentation de sex toys dans un festival en Allemagne. On a payé pour 10 000 $ pour, une réception de Margaret Atwood. Là, ceux qui ont déjà vu peut-être Les Sœurs Écarlates, là, ou La Sœur Écarlate, bref, cette série-là, c'est écrit par Margaret Atwood. Et bref, on sait qu'elle est pauvre, donc c'est pour ça qu'il faut qu'on lui donne des subventions à elle. On a aussi subventionné à la hauteur de plusieurs milliers de dollars aussi je pense que c'est l'affaire qui dépasse l'entendement. C'est un genre d'atelier d'aînés à l'international qui racontent leurs histoires, leur historique sexuel. Puis là, t'es comme, OK, on a dépensé des milliers de dollars nous, en tant que contribuables canadiens, pour que des aînés à l'international, donc même pas des Canadiens, là, on parle d'aînés à Hong Kong, de tout ça, ou à Taïwan, parlent de leurs expériences sexuelles devant le public, puis tu dis que le Canada a versé une subvention pour ça, à travers le Fonds culturel d'émission. Puis nous, à la Fédération, on a tellement tapé sur cette organisation-là, sur ce fonds-là au cours des dernières années à cause de ce genre de niaiserie-là, qu'en douce, en 2023, le gouvernement fédéral a tiré la plug sur le fonds, qui, en passant, il y avait un budget annuel d'1,8 million de dollars, mais ils l'ont constamment dépassé à chaque année, là, presque doublé constamment pour des niaiseries de ce genre-là. Fait qu'on a participé à tuer ce fonds-là, essentiellement, puis c'est une des raisons pour laquelle on a remis le prix du gaspillage d'une vie. Donc, ça a un peu clôturé notre festival ou notre remise des prix Teddy, mais ça vous donne une idée à quel point, effectivement, il y a énormément de niaiseries qui peuvent se faire avec l'argent des contribuables d'un bout à l'autre du pays, peu importe l'échelon gouvernemental. Puis si vous voulez, aux auditeurs surtout, la suite, vraiment voir toutes les autres nominations, parce qu'on a quand même un bon 14 pages, puis plusieurs nominations, tant au Québec que dans les autres provinces. Allez sur le site contribuable avec un s.ca, dans notre salle des nouvelles, essentiellement, là, c'est le dernier communiqué de presse qu'on a partagé, puis on a une liste des nominations en document Word. Ça vaut la peine quand même d'aller le regarder juste pour se donner un petit peu une idée de ce qui se passe. Je vais mettre le lien dans la description du podcast de toute façon, Nicolas. OK, good. Hey, Jerry, tu avais quelque chose à demander? Mes mauvaises nouvelles pour les gens de la Nouvelle-Écosse. Le premier ministre, Tim Houston, c'est un genre d'Éric Kerr, ça, là. Oui. C'est un gars spécial, ça, là. Une belle qualité. Lui, il a fait faire une application de partage de maison. Et il y a, 12 personnes qui s'en ont servi?
Exactement. 12 personnes pour une affaire qui a coûté pas loin d'1,3 million de dollars, si je me trompe pas. Puis on sait tous très bien que, tu sais, Airbnb, on sait que ça n'existe pas, puis Kijiji non plus, puis toutes ces autres applications-là. Il fallait absolument que la Nouvelle-Écosse se crée un nouveau système qui a été utilisé essentiellement par 12 personnes. Donc, au final, je pense que c'est quasiment 100 000 par personne qui se sont rendus sur ce site-là pour l'utiliser essentiellement. Donc, ça me donne une idée du niveau d'efficacité. Je pense que... Non, c'est à se tirer une balle. On aurait de la difficulté à trouver pire, mais ça vous donne une idée de ce qui se passe dans les autres provinces également, parce que souvent, on se dit que au Québec, on en finit dessus avec le gaspillage. On en a vu tellement dans la dernière année, autant avec le Stade olympique, autant avec l'Office de consultation publique de Montréal, la RTC, Fitzgibbon qui donne des milliards à des entreprises comme Nordvolt. On se dit que non, on est-tu les seuls? Heureusement, non, on n'est pas les seuls. On fait partie des pires, mais on a réussi à trouver des exemples qui font en sorte qu'on se sent un petit peu moins gêné des fois au Québec, mais je dirais que ce n'est que partie remise parce qu'on va en avoir d'autres au cours des prochaines années, certainement. Là. Nick, merci. Bon week-end. Super le fun. Bon temps à Calgary. Puis bon retour au Québec dans les prochains jours. Donc, allez voir sur le site, comme disait Mr. White. Il va être dans la description du podcast. Vous aurez l'adresse contribuable.ca pour aller voir la liste des Teddy. Hey, thank you, Nick. Voilà, c'est fait. Hey, Jerry, bon week-end, mon ami. Toi aussi. Merci aux Pirates pour cette semaine au Dixie. C'était extraordinaire, toute la gang. Et tous ceux qui étaient là, toute l'équipe qui était, Dennis and the Jet, notre ami Jay the Pilot, Joe Hamel, qui a fait la route pour venir avec nous. Yann Sénéchal nous faire un tour en pleine semaine de sa fête. C'est le genre de patente qui aime beaucoup sa fête. Et merci à Mario pour nous avoir reçus. Mario était extraordinaire. Sa blonde, toute, regarde, puis son staff. Incroyable, incroyable. Donc, allez faire un tour chez Dixie. Je l'ai bien mangé, c'était écœurant. Hey, Mr. White, thank you pour la prod, mon ami Mr. White. Yes, et merci aux Pirates Cheap. On vous adore, OK? Je vous rencontre à tout bout de champ, là, vous me dites, ouais, je suis pirate cheap. Ouais. On vous aime pareil, on vous aime autant. On vous aime autant. Bon week-end, la gang. Revenez-nous lundi, on va être là, OK? See ya.